Bonjour à tous, bienvenue dans le guide complet d'analyse technique pour l'investisseur crypto. Ce guide, vous allez pouvoir l'utiliser pour les crypto-monnaies, mais aussi pour d'autres marchés. Au travers de cette vidéo, je vais essayer de vous inculquer les bases des concepts d'analyse technique que j'utilise, qui m'ont été appris par mon mentor, que je vais essayer de retransmettre au travers de cette vidéo complète pour que vous puissiez avoir les bases de mon lexique et de ma vision du marché. Au travers de cette vidéo, on va avoir un fil conducteur très clair. On va commencer dans un premier temps par une introduction, pour vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi l'analyse technique, ça sert à quoi d'analyser des graphiques et ça sert à quoi de les analyser avec les concepts que j'utilise, qui sont les smart money concepts. Ça, c'est important de le comprendre. À la suite de ceci, on va pouvoir rentrer dans le dur et comprendre exactement les structures de marché, comment le marché fonctionne, quelles sont les différentes phases par lesquelles il part. On va pouvoir aussi repérer les zones qui font réagir le marché, les zones de support, de résistance. Je vais aussi vous apprendre les chandeliers japonais, comment ils fonctionnent, vraiment pour que vous ayez les bases de l'analyse technique et comprendre ce qui s'affiche sur votre chart. À la suite de ceci, bien évidemment, on parlera de mes modèles de trading. Donc, cette analyse technique, j'utilise pour mes investissements, mais je sais qu'il y a aussi l'aspect trading qui intéresse beaucoup. Donc, je vais vous expliquer deux stratégies, que ce soit pour short ou pour long. Ces deux stratégies, ces deux modèles, vous allez pouvoir les utiliser au quotidien pour prendre des positions et ceci, peu importe la time frame. Je vais vous les partager avec mes conditions que j'attends sur le graphique et à la fin, bien évidemment, je vous parlerai du backtesting et comment vous allez pouvoir vous entraîner sur vos propres graphiques pour améliorer votre compréhension des smart money concepts, comment vous allez pouvoir vous approprier cette stratégie tout simplement. Alors, si jamais vous êtes prêt à avoir le guide complet de l'analyse technique pour être un bon investisseur crypto, on est parti. Alors, pourquoi l'analyse technique et les smart money concepts? Il faut savoir qu'il y a deux types d'analyse fondamentale sur les marchés financiers. Il y a l'analyse fondamentale en l'occurrence et l'analyse technique. L'analyse fondamentale, c'est plus axé sur regarder quel projet est utile, qui génère des rendements, etc., etc. Plusieurs critères pour qu'on établisse une potentielle valeur qui peut lui être associée. Et ensuite, on a l'analyse des graphiques pour voir comment le prix de cet actif va se comporter. Et les deux combinés, c'est à ce moment-là que c'est le plus intéressant. Surtout si vous investissez. Si vous êtes là pour trader au quotidien, vous allez voir que la fondamentale ne va pas vraiment vous intéresser. Ce qui va vous intéresser, c'est simplement un actif qui va avoir de la volatilité et des setups qui respectent nos règles et qui respectent nos concepts et qui respectent votre vision. Et d'un point de vue investissement, malgré que Bitcoin soit un très bon actif, une révolution de notre siècle ou de notre décennie, il est important de ne pas l'acheter à n'importe quel prix. Le Bitcoin est intéressant d'un point de vue fondamental, mais il n'est pas intéressant à acheter autour des 70 000 $. En l'occurrence, quand on est en bear market autour des 15 000, c'est là où l'intérêt auprès de Bitcoin aurait dû être le maximal, tout simplement parce que c'est dans ces zones-là où on a subi des corrections, des retours dans des zones que vous allez voir très importantes au niveau de la structure de marché, qui est haussière en l'occurrence, et qui va vous permettre en fait d'établir ces zones d'investissement. Les smart money concepts ont réellement révolutionné ma manière d'investir. Je ne vais plus suivre n'importe qui va me dire que cet altcoin va faire x100, alors que sur la chart, la zone n'est pas intéressante. Vous allez voir que c'est des règles de base que j'applique qui me permettent d'avoir au moins des bonnes entrées et d'améliorer aussi mes sorties. C'est exactement ce que j'essaye de faire au travers de cette stratégie en investissement. Ça va me permettre aussi de profiter des mouvements volatiles intraday ou intra-week, du coup entre les semaines, entre les jours, avec des légères positions qui ne s'assimilent pas du coup à de l'investissement, car on n'est pas sur des périodes lointaines, mais plutôt sur des périodes très courtes qui me permettent de profiter en fait de la volatilité de cet actif. Pourquoi les smart money concepts? Parce que maintenant vous savez pourquoi l'analyse technique. Smart money concept, c'est important selon moi parce que je suis passé par tout plein de stratégies. Chaque stratégie a ses points forts, ses défaillances, et celle qui me correspond le mieux a été les smart money concepts. J'ai commencé comme tout le monde par trader les patterns. J'ai aussi pendant un peu de temps utilisé beaucoup support et résistance. Vous allez voir que c'est quand même des notions qu'on ne va pas oublier, qui sont intéressantes à noter. On va les utiliser à notre avantage et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, tout ce que j'avais appris en général était très souvent faussé. Vous allez comprendre pourquoi, c'est assez simple, parce que les smart money concepts partent du principe que les marchés financiers sont contrôlés par ce qu'on appelle le composite man. Le composite man ou le composite operator, c'est juste un groupe d'institutions qui va manipuler le marché pour pouvoir se positionner en conséquence. Beaucoup fantasment sur le fait qu'il y ait BlackRock sur les marchés, mais ce n'est pas seulement BlackRock, c'est bien d'autres institutions qui, elles, ont des ordres de l'ordre de plusieurs milliards, voire plusieurs millions, et qui sur un marché très peu liquide comme les crypto-monnaies ou même sur d'autres, vont devoir manipuler le cours pour avoir des entrées efficaces. Elles vont devoir utiliser les zones de forte liquidité pour injecter les ordres. Donc là où tu vas placer ton stop loss, et on reviendra dessus de A à Z, là où tu vas placer des ordres, que ce soit d'achat ou de vente, elle va en profiter pour faire l'inverse, ou en tout cas faire ce qui lui intéresse. Si en l'occurrence la smart money veut se désexposer du marché, alors elle va faire en sorte que tu achètes pour qu'elle puisse te vendre. Et inversement, si elle veut acheter, elle va faire en sorte de te faire capituler, de te manipuler pour que tu puisses vendre et elle racheter. Et vous allez voir que les smart money concepts, d'un point de vue graphique, ça laisse des traces, donc on va pouvoir essayer de suivre ces gros acteurs qui font bouger le marché, et ça laisse aussi des traces dans ce monde. Vous allez voir que les médias sont détenus par ces institutions qui font le plus de volume sur les marchés. La plupart des entreprises, si vous regardez les actionnaires, vous allez revoir très souvent les mêmes noms qui ressortent. Je pense notamment à BlackRock, mais aussi Vanguard. C'est tous ces acteurs qui ont des intérêts communs et qui vont marcher ensemble pour pouvoir pas forcément vous arnaquer, vous soutirer de l'argent, parce que c'est pas ça le but, mais surtout utiliser vos ordres et les ordres d'autres intervenants
influence sur le marché à leur avantage. Le but, c'est pas que vous perdiez de l'argent. Imaginez que vous investissez sur le Bitcoin. Si vous arrivez à suivre les traces de la smart money, vous allez pouvoir suivre le mouvement avec eux qui va être causé. Ici, la smart money ne va pas faire en sorte de vous faire sortir du marché, absolument, parce qu'il y a rien de personnel ou quoi que ce soit. Mais vous comprenez que ces acteurs-là ont besoin de manipuler le prix pour se positionner. Et ce sera d'autant plus flagrant quand on ira directement sur nos graphiques. Quand j'ai vu tous ces facteurs-là, que le volume était généré par 10 intervenants, en tout cas 70% était généré par 10 intervenants seulement sur le marché Forex, mais sur les crypto-monnaies, ça doit être beaucoup plus, que ces mêmes intervenants étaient actionnaires dans les boîtes les plus grosses, ils avaient tous en fait des intérêts communs, ça avait quand même un monopole sur pas mal de choses, que ce soit la nourriture, ok, ce qu'on mange, comment on se nourrit, comment on se vêtit, comment on consomme le contenu, que ce soit du coup le cinéma, les chaînes d'information, etc. Je vous invite vraiment à regarder qui détient quoi et qui, entre guillemets, a du pouvoir sur tous ces aspects de notre vie. Vous allez voir que c'est toujours la smart money. Et même sur les marchés, c'est pareil. Je vous demande pas de me croire à la lettre, je vous demande juste de regarder sur le graphique, de voir ce qui se passe. Si vous voyez que ça semble cohérent ce que je raconte, pourquoi pas, entre guillemets, appliquer les mêmes choses. En réalité, en trading, le fait d'utiliser plusieurs stratégies, on peut le comparer quand même aux différentes religions. On va avoir une personne qui croit au smart money concept, une autre qui va croire au Ishimoku, etc., etc., etc. Je vous demande pas de croire ici, je vous demande juste d'observer les graphiques, faire du backtesting, voir les concepts, et si ça fonctionne et si ça vous permet d'être plus efficace sur le marché, tant mieux pour vous. Je pense honnêtement que c'est l'une des stratégies, les plus simples, si vous êtes là que pour investir. Pour trader, c'est un peu plus compliqué, plusieurs aspects à reprendre. Vous allez voir que c'est pas bien compliqué à assimiler, toutes les notions, elles sont plutôt élémentaires, et ça fera quand même une grande différence. Et je trouve que c'est ultra important pour vous d'avoir votre argent qui est géré par vous-même. Certes, au début, vous allez faire des erreurs, certes, vous allez pas comprendre tout ce que vous faites, mais vous serez l'unique responsable. Ça sert à rien de chercher le trader miracle ou l'investisseur miracle, il n'existe pas. Si vous vous éduquez vous-même, c'est ce que je vais proposer au travers de cette vidéo, et je vous proposerai aussi un cursus pour aller plus loin à la fin, vous allez voir que c'est le plus important. Alors voilà, maintenant qu'on a introduit l'analyse technique, pourquoi c'est important sur les graphiques, important de se positionner sur des actifs qui sont certes fondamentalement importants, que ce soit d'un point de vue investissement, mais aussi techniquement dans des bonnes zones. Et quand on trade sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, la valeur intrinsèque en quelques jours du Bitcoin n'a pas changé. On est vraiment sur de la volatilité et des mouvements de manipulation qu'on va pouvoir utiliser à notre avantage. Et pourquoi les smart money concepts? Tout simplement parce que sur ces marchés, il y a quand même quelques acteurs qui ont un monopole et qui répètent les mêmes choses au cours du temps, on peut le voir, et ça va être intéressant à noter. On va utiliser ceux qui ont un réel impact sur le marché pour se positionner avec eux. Maintenant que l'introduction, tout a été dit, pour appréhender un peu ce mini-guide, mini-formation si vous voulez, sachez que le but de cette formation, c'est l'analyse technique. On va pas parler de gagner de l'argent rapidement, ni quoi que ce soit, c'est vraiment d'apprendre les comportements des graphiques directement. Vous allez peut-être sentir après la fin de cette vidéo que tout ce que j'apprends est plutôt facile, plutôt élémentaire, et vous allez vite vous rendre compte que c'est pas aussi simple que ça, ok? Ça va demander du temps, de la pratique, on en reparlera à la fin. Ne soyez pas bercés d'illusions du fait que vous allez vite y arriver dès à présent. Et vous allez voir que le marché, vous allez pouvoir peut-être à de multiples reprises gagner, ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur ou quoi que ce soit. Vous allez voir que sur les crypto-monnaies, il suffit d'acheter un peu aléatoirement, sans trop réfléchir, attendre un peu, et la plupart du temps, votre investissement va bien se passer. Mais ça veut pas dire que vous êtes un génie, vous êtes un trader hors pair ou quoi que ce soit. Donc voilà, faudra faire attention. Ça met beaucoup de temps, j'ai pas d'échelle de temps, ça va être plutôt rapide, plutôt lent, ça dépendra du temps que vous prenez. Mais voilà, il y a tout un aspect psychologique. Quand votre argent va être en jeu, ce sera plus aussi simple. Quand vous allez vous confronter en réel à l'analyse technique, quand vous n'allez pas voir à droite du chart, parce que là on va revenir dans le temps, ça va être simple. Et quand on est, tu vois, à l'instant T et que le cours est en train d'avancer au fur et à mesure, ça va être beaucoup plus difficile. Mais voilà, en tout cas, on va essayer de voir tout ça. Mais partez d'un postulat de je veux comprendre ces concepts-là, avoir les bases. Ça va vous permettre de suivre tout ce que je fais sur la chaîne YouTube après. Ok, donc dès que quelqu'un ne comprend pas, je vais le renvoyer ici et vous aurez les bases. Et à travers des vidéos hebdomadaires qu'on va faire sur la chaîne YouTube, des points de marché, je partagerai un peu ce que je fais, mes sentiments, là où je rebalance, etc., etc., etc. Bref, trêve de blabla, l'introduction est faite, vous savez tout, on est parti. Donc on va pouvoir commencer par la structure du marché. Le marché, on peut le résumer en 3 phases, assez simplement. On a des phases où la tendance sera haussière, et vous allez le voir ici. Hop, donc une tendance haussière se caractérise de la sorte, tout simplement. Donc ici, le marché est en expansion à la hausse. On a aussi les tendances baissières du coup, hop, dans l'autre sens, vous le voyez ici. Et on a les phases de marché un peu plus ennuyantes où le marché est en consolidation. Il reste dans un range, le range ne sera pas exact, mais voilà, le marché va rester à peu près dans la même zone. Et vous pouvez tout simplement dessiner ce range-là, vous allez voir que le prix reste approximativement dans ces zones-là. On va voir que ces zones-là ont des comportements assez spécifiques, elles correspondent à plusieurs phases de marché en termes de structure. Ces phases de consolidation, c'est généralement des accumulations, des distributions ou des réaccumulations ou des redistributions. Je vais vous réexpliquer tout ça dans quelques instants. Dans les phases haussières, on aura toujours le même comportement. On fera des points bas de plus en plus haut, que vous voyez ici, et on fera des points hauts de plus en plus haut aussi. Vous voyez, le point haut est ici, le suivant est encore plus haut, et ainsi de suite. Ça, c'est assez simple à comprendre dans la tendance haussière. Et pareil pour la tendance baissière. Cette fois, ça sera l'inverse. On fera des points bas qui seront de plus en plus bas, comme vous le voyez ici, et on fera des points hauts qui seront aussi de plus en plus bas.
Jusqu'à là, c'est assez simple. Vous allez voir que dans le marché, dans les tendances haussières, le bloc de retracement, parce qu'après une expansion, on a toujours ce qu'on appelle un retracement, on aura toujours ou assez souvent un prix qui va revenir dans ce bloc-là. Le bloc baissier à l'origine de la hausse. On appelle ça une demand. Vous pouvez la caractériser en vert, c'est mon code couleur que vous pouvez utiliser, et vous appelez ça une demand. Ok? Donc c'est là où les ordres ont été injectés dans cette phase de consolidation pour la prochaine jambe haussière. Dès lors qu'on revient dessus, on a une réaction du prix à la hausse, tout simplement. Encore une fois ici, pareil, ce bloc baissier à l'origine de la hausse est une demand, et ainsi de suite. Donc là, vous le voyez, c'est assez simple à identifier. On n'utilise pas encore les fameuses bougies. Là, je suis vraiment avec des traits, donc vous allez voir qu'avec les bougies, c'est très simple à identifier, mais pas aussi simple. Vous allez comprendre pourquoi très vite. Vous allez voir que des fois, on va pas revenir dans la demand. Ici, j'ai fait exprès, on ne revient pas dans la demand. Ici, on revient dans ce qu'on appelle potentiellement de l'imbalance ou une fair value gap. Vous pouvez le mettre juste ici. Hop, donc dans mon code couleur, je le mets en bleu. Vous pouvez le mettre en noir, FVG. Ici, c'est des inefficiences dans le prix. Ok, donc dans le marché, on va laisser des gaps. Vous allez voir, je vous montrerai avec les bougies à la suite. Mais voilà, il faut juste savoir que c'est une zone ici qui n'est pas une demand, mais qui est une zone facilement identifiable. C'est un gap entre une première et une troisième bougie. On en reparlera. Et pareil pour la structure baissière. Cette fois, ce sera le mouvement haussier à l'origine de la baisse. Et ici, ce n'est pas une demand, mais on appelle ça une supply, comme vous le voyez juste ici. Pareil, donc là, bloc aussi à l'origine du dump, on revient dedans. Donc là, c'est là où les ordres à la vente ont été injectés. Dès qu'on revient dedans, boum, on revient plus bas. Donc boum, ça aussi, c'est une supply. Et pareil, comme ce qu'on a ici, vous voyez la FVG qu'on a là. Pareil, des fois, on ne reviendra pas dans la supply. Comme on ne revenait pas dans la demand, on viendra ce qu'on appelle dans un gap du prix, une FVG, une inefficience, une imbalance. Voilà, c'est des termes que vous allez retrouver à de multiples reprises. Donc ça aussi, il faudra le noter. Vous allez voir d'ailleurs assez souvent que dans ces mouvements haussiers, vous allez pouvoir mesurer ces impulsions avec des retracements de Fibonacci. Donc si je mesure l'impulsion de ici à ici, j'ai noté 3 niveaux qui sont importants, ce qu'on appelle la reload zone, cette zone là qui est en confluence d'ailleurs avec cette zone là. Je vais vous la mettre en vert. Donc là il y a une demand, on a ce qu'on appelle la zone de rechargement de Fibonacci, vous pouvez appeler ça la zone d'OTE aussi, c'est des termes qui sont utilisés. Et en plus dans cette même demand, on peut avoir une FVG. Genre vous pouvez combiner tout dans la même zone. On peut avoir une inefficience dans le prix, une grosse explosion qui laisse un gap, je vous montrerai plus tard. Plus on soit aussi dans la demand, plus on est dans la zone de Fibonacci entre 0,5, 0,618, 0,786. Souvent, quand on va exploser, on va avoir un retracement et on va revenir dans cette zone-là. Pareil ici, je peux faire le mouvement inverse, donc du point haut au point bas. Donc là, c'était tendance haussière, donc je faisais du point bas au point haut et inversement. Ça, ces zones-là, le prix ne va pas toujours revenir dedans, mais c'est des zones qui vont nous être utiles pour trader, des fois pour investir aussi. Je vais vous expliquer comment je l'utilise. Et c'est pareil dans la tendance baissière. C'est que dans la même supply, on peut avoir, boum, notre zone de Fibo, on aura souvent ça. Et en plus, dans cette même supply, on peut avoir une inefficience dans le prix, donc une imbalance ici. Le Fibonacci, l'outil Fibonacci, vous pouvez le retrouver ici, sur votre niveau là. Je vous ferai un tutoriel, bien évidemment, TradingView un peu plus tard. Et voilà, vous pouvez le retrouver ici. Et dans les réglages, vous avez vu que j'ai affiché tout en noir très rapidement. Et je n'ai affiché que ces niveaux-là. 0,5, 0,786, 0,618. C'est le seul qui m'intéressait, tout simplement. Je garde comme ça pour bien voir que je pointe du point bas au point haut. Et dans la tendance baissière, du point bas au point haut. Donc, assez intéressant à noter. Voilà comment le marché se comporte dans les structures haussières et baissières. Et vous allez voir que dans les phases de consolidation, le marché va vraiment se déplacer comme ça. Tu vois, il n'y aura pas vraiment de structure. Des fois, on va essayer d'interpréter la difficulté. On va se dire, voilà, peut-être tendance haussière, là, on fait un point haut, point bas, on fait un point haut plus ici. Et tu vois, on fait un point bas qui est un peu plus haut que celui-là. Là, c'est un peu plus haut. Donc, on se dit que on va continuer la structure haussière, quoi. En fait, on est vraiment dans une zone de consolidation. Ici, on va se dire, boum, on casse ce niveau-là. Donc, peut-être que là, on commence une tendance baissière, tu vois. Et boum, non. C'est vraiment les zones de consolidation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour passer d'une tendance haussière à baissière, ce qu'il faut faire, c'est avoir un changement dans la structure. Vous vous rappelez, j'ai dit que ça se caractérisait de point haut de plus en plus haut et de point bas de plus en plus haut aussi. Du moment où on inverse, c'est-à-dire qu'on casse le dernier point bas, et là, la structure, elle change. Pourquoi? Parce que là, on a fait un point bas ici. Le suivant, si on était haussier, on devrait faire plus haut. Mais là, non, on a fait un point plus bas. Donc là, c'est le début d'une tendance baissière. Point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut. Ce qu'on appelle ça un changement de structure. Un COS, change of the structure. Il y en a d'autres qui appellent ça des BOS, des break of structure. D'autres qui appelleront ça des SHOSH, change of character. Les appellations, on s'en fiche un peu. Moi, j'appellerais ça un COS, change of structure, parce qu'on a cassé le dernier point bas. Attention, parce que si on est dans les phases de consolidation, on pourra se tromper. Mais vous inquiétez pas, on va revenir dessus tout à l'heure quand on regardera avec les bougies, etc. Essentiellement, c'est comme ça qu'on a des reverses. Et vous verrez qu'assez souvent, quand on a des structures, donc pareil pour le baissier, c'est la même chose. Vous allez voir que ici, boum. Donc là, je vous fais la suite. Mais dès que vous allez voir qu'en fait, on a fait un point bas ici, point bas là, et en fait, le suivant, il va pas plus bas. En fait, on le fait plus haut. Et en plus de faire un point haut ici, et ben on le fait plus haut le suivant, tu vois. Donc là, on casse le dernier point haut. Changement de structure, shosh, boss, cos, vous appelez ça comme vous voulez, mais pour repartir aussi. Et la plupart du temps, c'est là où les phases de consolidation
consolidation seront importantes, c'est que dans la phase haussière, on va avoir des phases de consolidation. Donc c'est peut-être les phases qu'on va appeler de distribution et je vais vous reparler un peu pour ensuite aller plus bas. Donc on n'aura pas un changement aussi sec que ce que je vous ai montré, mais une phase où le marché va consolider avant de repartir plus bas. Ok, qui va essayer de vous feinter. Je reparlerai de ce pattern là pour aller plus bas. Et pareil, on peut vraiment toujours inverser. Tout ce que je dis, vous l'inversez. Peut-être qu'on aura une consolidation vers les bottoms. Souvent comme ça que les bottoms de marché sont faits. Genre tendance baissière, on consolide dans la même zone ici et ensuite on repart. Donc voilà. Au niveau des structures de marché, maintenant, les consolidations, ça peut être 4 choses différentes. La première chose que ça peut être une tendance baissière et on arrive ce qu'on appelle créer un bottom, une accumulation. Vous allez voir que le marché va faire comme d'hab, boum, hop, comme ça va être cool. On va revoir tout ce que je vous ai montré au niveau de la structure. Vous allez voir que le marché va faire des points bas de plus en plus bas, tout simplement. Et à un moment, il fera plus ça, en gros. Donc là, la structure est baissière, donc on fait des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Donc la théorie est respectée. Ici, on a une structure qu'on appelle une accumulation. Une accumulation, qu'est-ce que c'est? C'est création de liquidité. Donc là, on va créer un support que la smart money va venir casser pour liquider les ordres. Et on reparlera du coup juste après de ça. On va venir casser le support à la baisse et cassure à la hausse. Donc c'est là où vous avez la manipulation. C'est qu'ici, si on suivait le trading classique comme tout le monde, breakout par le bas, entre guillemets, cassure du support, c'est baissier. Alors qu'ici, on va avoir une manipulation. On va casser le support et casser le point haut. Donc là, on aura bien cassure du bas et notre fameux shosh, boss, cos, comme vous voulez. Là, ici, on a notre COS. Et à ce moment-là, dès qu'on a la cassure du bas et cassure du haut, ça vous montre que la manipulation a bien eu lieu, que du coup, l'accumulation est validée et qu'on peut aller plus haut. Et là, on peut, entre guillemets, se positionner en tant qu'acheteur sur un actif qui était baissé jusqu'à là. L'accumulation, du coup, vous l'avez compris, c'est quand on crée un faux support pour la dumb money, l'argent bête, et qu'on va venir le casser à la baisse et à la hausse. C'est assez simple. On manipule vers le bas et ensuite, boum, la smart money injecte ses ordres ici et casse le dernier high qui vous montre changement de structure. Donc là, on va créer des liquidités. Ça serait vraiment parfait si à chaque fois, c'est un bottom, on liquide le bottom, on va plus haut. Vous allez voir que c'est très souvent comme ça hein, sur le marché. On va pouvoir avoir plusieurs variantes. On va pouvoir avoir la variante en trendline. Il faut savoir que si la smart money voit que tout le monde est en train de short, elle va utiliser sa manipulation pour récupérer vos ordres acheteurs de votre position et elle pouvoir vous vendre tout simplement. Pouvoir du coup utiliser ce gros volume, vu que tout le monde fait la même chose, vu que tout le monde voit la même chose, faire ce gros volume, cette grosse zone de liquidité pour avoir assez de contrepartie. Parce que si ils veulent vendre X, il faut que quelqu'un achète X. Donc ils vont chercher les zones où il y a X pour pouvoir faire cela. Et les zones où il y a X, la plupart du temps, c'est les zones où tout le monde s'accorde à dire la même chose. Ici, la structure est haussière. Parce qu'on fait quoi? Hop, point bas, on va plus haut. Point bas, et on rebondit, on rebondit. Mais il y a un moment où ça va pas marcher et que tout le monde va du coup se positionner ici, se faire manipuler ici. Donc on va casser vers le bas et casser vers le haut. Donc là, vous avez vu, c'est pas un support parfait, comme on avait montré tout à l'heure, mais c'est un support oblique. Et on a bien le COS qui montre le changement. Donc on va venir manipuler vers le bas, manipuler vers le haut. Et on peut faire ça aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette fois, on aura le support de la sorte. On aura comme une trend line, si vous voulez, un channel où les gens se disent voilà. Ici, on met des lignes. Voilà. Donc là, à chaque fois ici, on achète. Ici, on vend. On achète, on vend. On achète, on vend. À un moment, ça marchera pas. On va manipuler par le bas, casser vers le bas, casser vers le haut et on va accumuler. Et là, ce que vous voyez ici, vous pouvez le faire inversement. Ça, c'était l'accumulation. La distribution, comme vous le voyez ici, c'est la même chose. Donc création d'une résistance et pas d'un support. On le manipule, on le casse à la hausse et on le casse ici, COS. Pareil ici, tout le monde va vendre et dès qu'on va casser cette zone là et que tout le monde va racheter, parce qu'ils vont se dire voilà, cassure à la hausse donc c'est bullish, tout le monde va racheter ces positions qu'ils avaient vendues ici et la smart money, grâce à tout le monde qui rachète, va pouvoir vendre et cette fois manipuler et aller plus bas. Comme ce qu'elle a fait ici, manipuler où on casse vers le bas, c'est bearish, les gens vendent, elle peut racheter et ensuite boum, elle injecte ses ordres, ça va dans l'autre sens. Inversement dans la distribution. Et la distribution c'est pareil, la distribution peut être comme ça, où c'est une trend line de la sorte. Si vous voulez, on crée des liquidité oblique, donc les gens se disent je vends, je vends, je vends, dès qu'on casse c'est bullish, donc j'achète, mais quand t'achètes, la smart money vend, elle trouve sa contrepartie, son fameux X qui veut bien lui acheter alors qu'elle, elle veut vendre X, et à la suite de ceci, boum, on va venir casser le point bas ici, changement de structure, voilà, et là on va venir faire des plus bas. Donc dans les structures haussières, on va arriver, on va distribuer, et on va aller plus bas, potentiellement. Et dans les structures baissières, pareil, et on va repartir. Et vous allez voir que dans les structures haussières aussi, vous allez croire qu'on va comme distribuer, mais on va quand même repartir. Vous allez comprendre tout ceci, mais voilà, tant que vous avez distribution, accumulation, vous pouvez maîtriser la suite. Donc voilà, maintenant vous avez les bases de la structure, de comment le prix se comporte. Il bouge en expansion à la hausse ou à la baisse, il consolide. Dans les consolidations, vous allez voir que c'est très souvent soit des distribs, soit des accumulations. C'est là où la smart money va manipuler, vous manipuler d'un point de vue prix, ok, donc faire des faux rebonds, des fausses cassures, etc. D'un point de vue psychologique, vous allez avoir peut-être une atmosphère qui va être pesante, etc., etc. Donc vous allez vous dire, ah c'est bearish, je vends tout, et ou c'est trop bullish, faut que j'achète, je FOMO, je FOMO. FOMO qui veut dire fear of missing out,
je dois absolument acheter ou je dois absolument vendre. Vraiment des sentiments extrêmes qui n'ont pas lieu d'être dans une phase où le prix est juste en train de bouger littéralement dans la même zone. Vous allez voir que dans ces phases-là, c'est assez intéressant à noter. La smart money, le composite man, le composite operator va s'amuser avec vous pour pouvoir soit vous racheter si son but c'est de racheter vos trucs, ou bien vous dump si son but c'est de se désexposer à la besoin d'acheteurs. On va passer à la suite et cette fois on va parler des liquidités. Vous m'avez vu beaucoup à des multiples reprises répéter le mot liquidité, support, résistance et on va comprendre qu'est-ce que c'est et les positions, comment ça se passe. Donc généralement quand vous allez trader ou investir, vous avez tout ça. Donc vous avez soit la position j'achète ici, je vends là ou je vends à perte et la position inverse. Donc ici c'est ce qu'on appelle un long, ici c'est ce qu'on appelle un short. Un long c'est assez simple, hop, vous achetez à ce niveau-là, le prix d'entrée c'est ce trait-là. Donc imaginons ici je suis sur cette paire, j'achète à 8 $, ici c'est 8 $ environ. Mon but c'est de voir l'actif monter à 10 $ et le vendre à 10 $. Inversement, dans ma position, mon scénario s'invalide si on casse ce niveau-là. J'ai envie de dire, à partir de 7,70 $, je coupe mes pertes. Donc si on est ici, boum, je coupe. Donc vous l'avez compris, si j'achète un actif ici, soit je le vends en profit, soit je le vends en perte pour couper les positions. Imaginons que voilà, on a un cours comme ça, il arrive, ça monte et boum, ça se casse la gueule. Ici, au lieu d'attendre que ça se casse la gueule et vendre ici, je coupe ma position, je coupe ma perte à ce qu'on appelle un stop loss. Un stop loss qu'on appelle aussi un SL. Ici, c'est ce qu'on appelle mon entrée. Et là-haut, c'est ce qu'on appelle un TP, un take profit. C'est là où je prends des profits. Donc ça, c'est simple. Dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle une position short. Et ici, c'est un peu différent, mais c'est je vends un actif ici et je le rachète plus bas. Mais cet actif-là, ce que je peux faire, généralement sur les différents marchés, on a peut-être l'occasion d'en parler, je peux le faire sur les marchés futures et emprunter. Donc je vais te dire, donne-moi cet actif-là, prête-moi, donc là en l'occurrence on est sur le NIR, prête-moi tes NIR, moi je vais les vendre à 9,80. Ces NIR que je vends à 9,80, hop, je vais les racheter un peu moins cher à 7,80 ici, ok, à ma prise de profit. Donc je vais racheter des NIR mais pour moins cher, je te rends tes NIR et je garde la différence que ça me fait. Donc imaginons que j'ai vendu un NIR à 10 $, donc j'ai 10 $ dans la poche, je rachète ce même NIR à 8 $, donc boum, ces 8 $ de NIR je te les rends, donc toi tu as toujours ton 1 NIR que tu m'as prêté et moi j'ai la marge de 2 $ dans ma poche. Par contre, si je veux couper la part, donc là imaginons que je sois déclenché, ensuite on va plus bas et puis boum boum, hop on va plus haut. Là au lieu de vendre tout là-haut, moi je vais couper ma position à perte, donc je rachète les NIR que j'ai vendus à 9 $ que je rachète à 10 $. Donc je les rachète plus cher et je te rends ton NIR à perte. Donc vous avez compris, là où dans le long, l'entrée on achète et les take profit ou le stop loss on vend, là à l'entrée on vend et au stop loss ou à take profit on sell. Ok, on vend. On achète pardon. Ici on achète, ici on achète. Alors qu'à l'entrée on vend. Le long différent. Ici on achète alors que là on vend et en bas on vend. Donc ça c'est ultra important. Vous l'avez compris, le but de la smart money c'est de manipuler le cours pour avoir la contrepartie qu'il lui faut si elle veut acheter ou elle veut vendre. Donc ce qu'elle va faire si elle veut acheter, elle a besoin que des gens vendent et pour que des gens vendent, il faut toucher le stop loss des gens qui long. Donc elle va créer un support, ce fameux support que vous voyez ici. Les gens vont se dire voilà, c'est un support, ça va supporter, je vais long tout simplement, je vais viser là-haut et je vais mettre mon stop loss un peu ici parce que le support doit tenir. Si le support ne tient pas, dans la théorie, ok, de la dumb money, les gens qui tradent sur les marchés vont se dire voilà, ça doit tenir le support. Donc certes, des fois ça va tenir, je dis pas le contraire, hein. Mais à un moment, si la smart money a besoin, elle manipulera le cours et c'est là où elle va récupérer ton stop loss, là où toi tu vas vendre à cause de ton stop loss et elle va pouvoir acheter et boum, elle va injecter ses ordres et tu verras le prix qui va réagir directement dans l'autre sens, toujours. Et pareil dans l'autre sens, la dumb money a besoin de vendre. Donc qu'est-ce qu'elle va faire si elle veut vendre? Voilà, elle va récupérer ton stop loss ici. Parce que je vous ai dit que ici c'est un ordre acheteur. Tu rachètes à perte ta position en short. Donc quand tu rachètes ta position à perte, et ben elle peut te vendre tout simplement. Donc si jamais il y a une résistance, tout simplement ici, et ben toi tu vas placer ton stop loss un peu au-dessus. Hop, la smart money va manipuler et boum. Là vu que tout le monde aura le stop loss placé à peu près pareil si vous voulez sur la résistance qui indique comme quoi le prix ne dépassera pas cette zone là. Si on casse ça veut dire que c'est haussier et qu'on a un breakout. Dans ce cas là, boum, tout le monde va racheter ses positions à perte, la smart money va pouvoir vendre. Voilà comment fonctionnent les positions et les liquidités. Donc les liquidités c'est assez simple et vous allez voir que c'est toujours la même chose en fait. Vous vous rappelez, moi je vous ai dit dans la structure que ici, si on est dans une structure haussière, bah là on va jamais casser le point haut, tu vois. Mais ici ça veut dire qu'il y a des liquidités parce que les gens qu'est-ce qu'ils vont faire si la structure est baissière? Ils vont se dire voilà, je short. Normalement si c'est baissier, on va pas casser ce point bas, ce point haut ici et on va aller plus bas et à chaque fois. Donc une fois ça marche, une fois on va plus bas, une fois, mais à un moment ça marchera plus si la smart money a besoin d'une contrepartie. Voyez-le un peu comme la fameuse trend line de l'accumulation. C'est qu'ici il y a les stop loss cash qui se cachent. À un moment on va venir les chercher si la smart money en a besoin. Si elle a besoin de recharger, imaginons que le Bitcoin ne fasse que monter, ça a besoin de recharger, et ben elle va venir chercher tous les points bas qu'on a créés parce que on sait très bien que les gens dans la structure haussière se cachent leur stop loss, leur zone ici. Et le stop loss, on a dit quoi? C'est un ordre vendeur. Donc elle va chercher les ordres vendeurs pour racheter en masse. Et boum. Et c'est comme ça que fonctionnent à peu près les liquidités sur ce marché-là. C'est ces zones-là. Donc on a les supports, les résistances, on a ces trend lines-là. Et je vous ai dit, si un swing high, ok, un point haut ou un point bas, que ce soit dans une tendance haussière, si ça représente, si ça c'est des liquidités ou si le point bas qu'on crée dans la tendance haussière, celui-là ou celui-là, c'est des liquidités, ça veut dire
que si on touche 2 fois au même endroit, on a 2 fois plus de liquidité. Donc quand vous allez voir ce qu'on appelle ici des EQL. Donc ça peut être, vous pouvez appeler ça un support, des EQL, ce qu'on appelle des equal low. Ça va pas toujours être parfait, ok? Des fois il sera un peu plus haut, des fois il sera un peu plus bas, tu vois. Mais c'est typiquement cette philosophie de se dire c'est un support, ça touche au même endroit, les gens long ici achètent et se mettent leur stop loss ici. Si jamais la smart money a besoin, on viendra chercher ça. Et inversement dans l'autre sens, on va avoir des equal high, des EQH, une résistance. Si les gens se mettent à shorter toujours au même endroit parce que ici à chaque fois le prix est refusé et que la smart money a besoin, elle viendra chercher cette contrepartie au-dessus des gens qui shortent, tout simplement. Voilà. Donc un point haut, ça reste une zone de liquidité, des stop loss se cachent. Un point bas aussi, ok, mais 2 points bas ou 2 points hauts au même endroit, c'est 2 fois plus de liquidité. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. On va venir chercher ces liquidités que quand on a besoin. Si on n'a pas besoin de ces liquidités et que le cours continue sa hausse et qu'on a déjà assez accumulé, on ne viendra pas chercher ces zones-là. Vous comprenez? Donc il y a des liquidités, ça ne va pas absolument dire qu'on va venir les chercher. Par contre, ça veut dire que c'est des zones qui sont intéressantes, qu'on va pouvoir viser, qu'on va pouvoir observer si jamais on voit un changement dans le transfert de valeur, si on va la smart money vendre sur ces zones-là pour manipuler le cours, donc avec la structure de distribution ou d'accumulation. Voilà. Donc ça, c'était la partie liquidité. Vous savez c'est quoi les equal high, les equal low, les swing high, donc les points hauts et les points bas, les swing low. Tous ces points-là, c'est des zones de liquidité qu'on va utiliser, qu'on va noter. Maintenant qu'on a fini avec tout ça, on va pouvoir passer sur le graphique avec les bougies. Donc on va pouvoir observer, quand vous allez voir un graphique, c'est ça. Donc ce ne sera pas des traits aussi jolis. Donc dans ces zones-là, je vais vous montrer c'est quoi les demand, les FVG, donc l'imbalance, la fair value gap, vous appelez ça comme vous voulez, les liquidités, les EQH, les EQL, les distribs, les accumulations. Donc tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 2 types de bougies. Une bougie, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ça, tout simplement, c'est un corps, c'est composé d'un corps, d'une mèche, tout simplement. Donc je vais prendre une bougie. Ici, moi, mes bougies vertes, c'est des bougies haussières. Les bougies haussières, ça veut dire que à ce moment-là, donc le dimanche 3 mars 2024 à 19h, donc déjà vous avez plusieurs time frames aussi. Donc on va aller en daily. Ici, en daily, concrètement, ça veut juste dire que une bougie représente une journée. Donc dans la journée du 10 novembre 2023, ce qui s'est passé, c'est que le Bitcoin a ouvert à ce prix-là, donc à 36 700 $. Vous le voyez sur l'échelle à côté. Le prix a ouvert à ce prix-là. Et à la fin de la journée de ce 10 novembre, 2023, que vous voyez en bas là, hop, juste ici, le prix a clôturé ici. Donc dans la journée, le prix est monté. Il a commencé là à minuit et à minuit le lendemain, boum, ça s'est clôturé là. Dans cette même journée, vous voyez des mèches. C'est-à-dire que dans la même journée, ce Bitcoin là s'est échangé jusqu'ici. Il n'a pas clôturé là, mais le Bitcoin est descendu aussi bas que cette zone-là, qui est les 36 331 $. Et il est monté aussi haut que cette zone-là. Mais à minuit pile, le prix n'était plus là. Le prix était là. Et à minuit pile la veille, le prix a commencé ici. Donc il y a une hausse. Et inversement, quand la bougie est baissière, c'est-à-dire que le prix a commencé ici, voilà, le 16 novembre 2023, il a commencé à 37 857 $, juste ici. On voit qu'il allait aussi haut que là, mais il n'a pas clôturé ici. Et à la fin de la journée, à minuit le lendemain, boum, ça s'est coupé ici. On est sorti à 36 163. Donc la journée était baissière. Et on est allé aussi bas qu'ici. Au final, on n'a pas clôturé aussi bas, ok, que ici, mais on est descendu aussi bas que là dans la journée. Et au final, à minuit, le prix s'est clôturé à 36 156. Ça, je l'ai fait en daily. Donc daily, ça veut dire quotidien en anglais. Ça représente une journée. On peut le faire en 12 heures. Chaque bougie que vous voyez ici, ça représente 12 heures. Donc là, on peut comprendre ici assez simplement. Ça, c'était le 30 juin à 8 heures. Donc on voit le début de la bougie. Le 30 juin 2023, 8 heures. Vous rajoutez 12 heures, ça veut dire que la bougie se termine à 20 heures. Suivante, de 12 heures, elle a commencé à 20 heures. Vous voyez 20 heures. Vous rajoutez 12, ça vous donne le lendemain à 8 heures du matin. Et ainsi de suite. 20 heures, 8 heures, etc. Donc ça, c'est ce qui se passe toutes les 12 heures. Et dans les 12 heures qu'il y a eu, vous voyez, le prix est allé aussi bas qu'ici. Les mèches, c'est ce qu'elle nous indique. Mais le prix a ouvert là et il a fermé là. Malgré que dans la journée, il a pu faire pas mal de choses. Et plus vous descendez, et plus c'est pareil. C'est que chaque bougie, c'est la même chose. Là, c'est ce qui s'est passé en 1 heure. Donc si dans la journée, je vois que le prix, il allait aussi haut et aussi bas, voilà, j'ai l'information. Mais si je descends du coup en time frame, en gros, je peux voir que, voilà, si on regarde ici la journée du 27 juillet 2024, elle a commencé à minuit sur cette bougie-là, ok, la bougie verte. Donc hop, je vais la noter. Et elle s'est terminée tout simplement, du coup, le même jour, le 27, mais à minuit. Si je regarde ici, le 27, voilà, ça arrêtait là. Donc là, je l'ai décomposé en 24 bougies, parce que 24 heures. Si je vais en daily, vous allez voir que c'est qu'une seule bougie. Mais je peux aller dans les plus petits time frame, unités de temps. On appelle ça des LTF pour low time frame, ok. Donc petite unité de temps. HTF, high time frame. Et vous voyez ce qui s'est passé. Donc peut-être sur le daily, je vais voir un gros truc comme ça. Et une mèche là, et c'est genre une bougie baissière. Là, c'est en l'occurrence une bougie haussière, parce qu'on a commencé ici, on a fini plus haut. Mais on est allé aussi bas qu'ici, et on a allé aussi haut qu'ici. Mais au final, la bougie, ce sera que ça. Vu qu'on a clôturé ici et ouvert ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fera un truc comme ça en daily. Donc c'est fractal et vous allez voir que dans la même journée, on aura des structures haussières. Donc imaginez qu'en daily, on ait un truc comme ça, un prix qui monte. Et vous voyez cette petite phase là, si je zoome dedans et que je vais dans les plus petites time frames, imaginons que ça c'est en daily, en petite time frame, vous allez voir une tendance baissière. Donc en fait, ici c'est haussier, mais on a une mini tendance baissière dans la tendance haussière. Et inversement, si on était baissier et qu'on avait des mouvements haussiers, hop, on aurait eu des mini tendances haussières. Et ça, c'est si je descends dans les unités de temps. Donc quand je trade, soit je trade en daily, donc je trade le mouvement haussier, je veux jouer à la hausse, soit je trade en petite unité de temps
mouvement et je vais jouer le mouvement à la baisse, comme vous le voyez ici. Ou hop, boum, 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 boum. Je joue à la baisse, vous comprenez. Tout ça pour me montrer que c'est fractal et c'est pour ça qu'on utilise des bougies. Pour savoir un peu ce qui se passe, où est-ce que le prix est allé, où est-ce que le prix a fait des dégâts avec les mèches, il est allé aussi haut, aussi bas, et où est-ce que le prix au final a clôturé et ouvert. Donc maintenant, on va pouvoir revenir sur notre ami Bitcoin. Et là, c'est intéressant d'observer la structure. Donc si on regarde la structure depuis le début de l'année, la structure est haussière. Assez intéressante parce que ici, on a commencé à ce niveau-là à avoir la fameuse accumulation. Donc là, on a eu le bear market ici. Ici, on a eu l'accumulation. Donc là, on a eu création de liquidité, on a créé un support. Ce support-là, on l'a liquidé ici et on est venu le casser à la baisse et on l'a cassé à la hausse. Donc le dernier point haut, c'est celui-là. Le point haut qui a permis la liquidation de ce support-là, il est là. Et on est venu le casser. Donc là, ce qu'on note, c'est qu'ici, c'est bloc baissier à l'origine de la hausse. Donc ça, c'est ma demand. Boum, on est revenu dedans. Je vais mettre en vert. Donc là, à partir de ce moment-là, on était baissier, on a accumulé, donc on est repassé haussier à la cassure de ça. On est revenu dans la demand. Si je regarde aussi, si je mesure l'impulsion haussière avec mon Fibonacci, vous voyez qu'on est revenu dans ma zone de Fibonacci. Donc je peux la noter là. Et en plus de cela, on est dans une imbalance. Une imbalance, je vous disais quoi? C'est un déséquilibre du prix. Vous prenez une première bougie, comme celle-là, vous prenez la troisième. Si jamais elle s'interconnecte pas, c'est le gap que vous avez entre les deux. Donc c'est ça. Si je vous prends mon carré, hop, hop. Là, c'est la FVG. Boum. Donc là, on avait une belle zone de confluence, fair value gap, plus demand, plus zone de Fibonacci. Pareil, ici, si j'efface tout, on a de l'imbalance, ok? Entre cette bougie et cette troisième, il n'y a rien qui se connecte. Là, par exemple, ici, il n'y a pas d'imbalance, parce que regardez, si je regarde la mèche de cette bougie-là et celle-là, bah, elle se touche, tu vois, ça fait rien. Il n'y a pas de gap, vous voyez ce que je veux dire? Pareil ici, entre celle-là et la mèche, voilà, elles se touchent. Si vous voyez, elles sont interconnectées. Si je trace un trait à la fin, ça touche l'autre. Alors que ici, si je trace un trait de cette mèche-là, ça touche pas la suivante. Donc là, on a un gap entre celle-là et celle-là. C'est ça l'imbalance. Et la FVG en gros. C'est la même chose. C'est un déséquilibre du prix. Et ces zones-là agissent en tant que support. Vous allez voir, je vous ai dit que le marché, quand il bouge, boum, il explose, il retrace, soit dans l'imbalance, soit dans de la demand, ou les deux. Ici, pareil. Le prix ici, bah, il est pas revenu dans l'imbalance, il est venu plus bas, il est même revenu jusqu'à la demand. Vous pouvez regarder tout ce bloc-là, si vous voulez, c'était la demand. Et vous allez voir que dans cette demand-là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je le reconnais, on a eu une accumulation. Bah, je vais aller en daily pour vous la montrer. Donc ici, si on revient, je suis en daily, dans la zone verte que j'ai entourée. Là, vous voyez exactement ce que je vous ai raconté. Je vous rappelle, ici, c'est une zone qu'on a beaucoup acheté. On a créé un support. Il est un peu oblique, tu vois, il est pas parfait, c'est ça que je vous disais. Là, avec mes traits, c'est joli. En pratique, avec les bougies, c'est pas parfait. On a cassé vers le bas, directement cassé vers le haut. Et je vais même faire exprès d'aller en plus petit time frame. Donc vous le voyez ici, c'est vraiment la structure qui est magnifique. Très belle structure. Et à la suite de cette grosse accumulation, vous avez vu ce que le cours a fait, quoi. On s'est vraiment vu exploser au niveau du cours du Bitcoin, quoi, avec cette jolie accumulation. Et pareil, là, je vous ai montré distribution. Pareil, création d'une résistance. Ce sera pas toujours le cas, les tops de marché. Souvent, mais pas toujours. Mais création d'une résistance, vous allez voir que, boum, on liquide, jolie mèche, on liquide et on va plus bas. Ce que vous devez comprendre aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans l'accumulation et dans la distribution, on a une zone qu'on appelle la tiers. Ça, c'est la target minimale. Donc, le point bas de la distrib ici, c'est celui-là. Le point le plus bas. Donc, en vrai, techniquement, c'est celui-là. Si jamais on avait un point ici, la tiers, hop, ce serait à ce niveau-là. La tiers, si vous voulez, quand vous avez cette structure de distribution, c'est la target minimum. Vous savez qu'à ce niveau-là, vous allez pouvoir soit gérer votre stop loss. Donc, imaginez que vous êtes rentré hop, à la cassure, vous avez attendu le retracement dans la FVG ou la demand. Boum, vous attendez un retour ici, imaginons. Voilà. Dès qu'on arrive ici, il est possible que le prix aille beaucoup plus bas, mais vous êtes sûr au minimum que quand on aura une distribution, on va liquider ça. Et vous allez voir que des fois, on va distribuer, on va liquider la tiers et boum, on va repartir dans l'autre sens. Je vais vous montrer un exemple juste après. En moins, la tiers, c'est la target minimale quand vous jouez ce pattern-là. Et inversement, vous avez une accumulation. Donc, je l'ai un peu mal faite, excusez-moi. Voilà. Donc ici, pas très joli, mais en gros, on a créé un support, on l'a cassé à la hausse. Et ici, boum, on est rentré là. Et la tiers de l'accumulation, c'est le point haut. Donc ici, la tiers était là. Imaginez que ce soit là, bah la tiers, boum, la target minimale de ma distrib, elle est ici. Donc si vous voulez, si je regarde ici, sur mon accumulation, ma target minimale, à ce moment-là, je bouge le stop loss, je dérisque, c'est ici. Dès qu'on liquide ça, soit je prends des profits, je m'arrête là. Vous allez voir que quand on a les distributions sur les investissements, comme ce qu'on a eu sur BTC et tout, on va souvent aller plus loin. On va souvent aller plus loin, mais pour avoir une bonne gestion du risque, ok, la position qu'on avait pris ici, et on reparlera des modèles, c'est qu'on avait le stop loss ici. Ce lot-là est protégé par la smart money. C'est ce qu'on appelle protégé par la smart money. C'est-à-dire que ici, c'est là où la smart money a manipulé tout le monde, liquidé les ordres et injecté les siens. Donc là, c'est là où à peu près où elle est rentrée et on va pas aller plus bas si la smart money est positionnée. Et on vise la tiers au minimum. On peut viser peut-être le dernier point haut si la structure est haussière. Et dès que boum, on a liquidé la tiers à ce niveau-là, je coupe pas ma position à perte ici. Si jamais on revient à mon prix d'entrée, je coupe. Comme ça, ma perte ici, elle est nulle. Parce que si je vends au prix où j'ai acheté, je n'ai pas fait de plus-value ni de bénéfice. Donc voilà. Au niveau de la structure, c'est pareil. Là, très récemment, on a eu quoi? On a eu une distribution sur BTC. Vous avez vu, c'était un peu une distribution oblique. Donc c'était pas parfait. Vous pouvez dire qu'elle était oblique. Vous pouvez dire que voilà, c'était à peu près ça. Il y avait vraiment ce concept-là de zone de résistance. On a un peu dépassé ou non. Et là, pareil. Hop, là, on a eu le COS, la
cassure du point bas ici avec cette belle bougie et on est venu chercher la tiers. Vous allez voir que la tiers ici c'était ultra important parce que en plus d'être une tiers, c'était presque des EQL. Vous avez vu une espèce de zone de support. À chaque fois, on s'est arrêté. Les mèches elles sont pas exactement à côté. C'est comme des equal low. On est vraiment au même endroit. Donc tiers plus equal low, ça vous montre que c'est une belle zone de liquidité qui va permettre potentiellement à la smart money distribuée de réaccumuler juste en dessous. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'ici ils ont liquidé tous les lots. Donc il y avait des EQL, on avait une trendline aussi. Je me rappelle il y avait une jolie trendline, un truc du genre voilà. Hop, on a touché de multiples reprises. Voilà, touché à de multiples reprises et boum. C'est assez intéressant à noter. Et à la suite, bah tu peux pas savoir qu'ici c'est le bottom. Mais dès qu'on casse le dernier point haut ici, dès qu'on a la cassure, ça te donne l'indication. À ce moment-là, tu savais très bien que la structure était repassée haussière. Donc là, on avait distribué, on avait pris la target minimale qui était notre tiers et ça avait suffi avec ces liquidités d'avoir assez d'ordre X pour que la smart money injecte des achats. Ici, c'était au moment des ETF d'ailleurs, qui était une jolie manipulation ultra intéressante. Et vous allez voir ça à de multiples reprises sur le marché. Vous avez vu distribution, accumulation. Et pareil, hein, lors du dernier cycle, là, si on parle de BTC, avant qu'on ait le bear market ici, pareil, ici, dans la petite time frame, ici, on a une distribution. Et ensuite, on va plus bas et vous allez voir qu'on retrace. Boum, on revient dans la FVG. La FVG, elle est là. Donc, on fait l'impulsion haussière. On retrace. Je vais pas aller trop petit time frame, mais tu vois, on revient dans cette zone-là à chaque fois. Et pareil, ici, bloc haussier. Vous vous rappelez? Bloc haussier à l'origine du dump. Donc là, le dump qu'on a eu, ça, c'est le bloc haussier à l'origine du dump. On trace la supply, en gros. Hop, on est revenu dedans. On est ici revenu, hop, dans l'imbalance qu'on a ici. Et si je regarde, je mesure l'impulsion, on est revenu dans mes zones de Fibonacci. Très, très belle réaction. Et pareil, là, vous avez vu, on va pas toujours combler ces FVG, mais vous savez que ça va être des zones de résistance. Dès que le prix va revenir, on va avoir une réaction. C'est ce qu'on a eu ici. Hein. On est venu une première fois dans l'imbalance et on a réagi à la baisse. C'est dès qu'on l'a, ce qu'on appelle mitigated, dès qu'on a comblé le gap, le trou qu'on a fait, là, vous pouvez la supprimer. Vu qu'avec cette mèche ici, on avait comblé la FVG. Donc dès qu'on est revenu plus haut, vous savez que la prochaine zone intéressante, c'est la demand et les zones de Fibo. Et pareil, ici, là, boum, bah là, on n'a pas eu besoin de plus, on s'est arrêté là, FVG. Et après, quand la structure était haussière, faut pas oublier, ça reste toujours des zones de résistance. Et je vous l'indique ici, si je vous montre, là, on a eu du mal. Donc là, on a eu une supply, hop, ce qu'on appelle une supply, ok, bloc haussier à l'origine du dump. Et vous avez vu que la première fois qu'on est arrivé dessus, on a retracé. Parce qu'ici, elle n'était pas mitigatée d'avant. Okay, on était revenu dans l'imbalance, mais voilà. Et pareil ici, si je vous montre cette jolie bougie, hop, bloc haussier à l'origine du dump, qu'on est revenu dedans la première fois, ici, qu'on est revenu la première fois dedans, on a retracé. Et pareil ici, hop, si je regarde ce bloc-là, si vous voulez à peu près tout ça, quand on est revenu la première fois dedans, on a une réaction à la baisse. Et ensuite, on est allé chercher celui de plus haut, ok? Même si on avait déjà réagi dans le passé, ça reste des zones où il y a beaucoup de vendeurs, beaucoup de gens qui vont peut-être sortir, qui tu vois, ils ont acheté ici, s'ils se sont fait manipuler par la smart money. Vu qu'ils ont acheté ici que la smart money a vendu, ils se disent voilà, je sors. Et là, vous voyez, bon, généralement, c'est rare que tu tiennes aussi longtemps, mais c'est des zones où ça vend beaucoup. Et là, boum, là, on a réagi à la baisse ici. Ici, on est revenu dedans, boum, on a réagi à la baisse, et ainsi de suite. Des fois, vous allez voir que le prix va réagir, mais pas tout le temps. Par exemple, ici, on peut voir peut-être en petit time frame que ça réagit, mais sans plus. Tu vois, on est passé directement au travers, on est directement allé plus haut. Et là, pareil, le prix à la hausse, hop, imbalance, on a réagi. Et là, l'imbalance, elle est assez intéressante parce que quand on regarde, c'était aussi un niveau de Fibonacci. Quand je mesure l'impulsion haussière, du point bas au point haut du truc, Fibonacci, et on réagit, tu vois, et à chaque fois, on rebondit. Boum, 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 boum. Donc voilà, vous avez vu que tous les concepts s'encapsulent avec nos bougies. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Pareil, ce que je vais vous parler de support et de résistance, vous l'avez vu avec les bougies qui touchent au même endroit. À peu près, pas toujours, parce que ici, tu vois, c'était un peu le cafouillage. Mais tu vois, il y avait vraiment cette psychologie de se dire, voilà, il y a un support. Les gens se disent une zone du prix qui tient, qui va aller plus haut, etc., etc. Et vraiment, le Bitcoin, c'est vraiment, juste avec le Bitcoin, je peux vous montrer à peu près tous les concepts de la smart money. Ok. Et là, si on regarde dans la plus grosse image, techniquement, l'impulsion haussière, elle date de là. Si je vais en plus grosse time frame, la plus grosse time frame va toujours primer le plus. Vous allez voir que on a déjà fait les 0,5. On a aussi ces zones-là plus basses. On voit qu'on a de l'imbalance à venir combler dans les plus grosses time frames qui pourraient être intéressantes. Donc là, on sait que sur BTC, bah là, on avait des belles zones. On avait peut-être une première belle zone d'achat. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais réagi de multiples reprises. Ici, BTC 0,5, belle zone d'achat. Mais j'oublie pas que je peux avoir un peu d'argent de côté pour acheter les 0,618 et pour acheter les 0,618 combinés à la FVG et voir plus bas les 0,786 qui eux sont combinés à l'imbalance, ok, que vous voyez ici, le gap entre sa première et la troisième bougie, et aussi le bloc baissier à l'origine de la hausse, ok, ce retracement, la demand elle est là aussi. Donc là, Fibonacci plus FVG plus demand, ça ici c'est une zone de forte confluence où quand on va revenir ici, j'ai de fortes probabilités que le BTC puisse réagir. Il peut réagir avant, mais cette zone là aussi elle est intéressante. Donc là vous voyez le Bitcoin vraiment rempli d'enseignements et de tous les concepts qu'on utilise. Et il respecte la fameuse structure dont je vous ai parlé. Tendance baissière, tendance haussière. Dans la globalité, plus je monte en échelle de temps, vous allez voir que le Bitcoin en fait ne fait que des points hauts, de plus en plus hauts, etc. Et à chaque fois, boum, là vous avez vu, le bloc baissier, le bear market à l'origine du bull market, boum, on retrace, on explose. Et ensuite on revient ici et on explose. Et sûrement que si on a une explosion, si on s'attend à ce que ça aille plus haut, et ben on aura un bear market, on aura un retracement et on reviendra dans le bloc baissier du bear market. Donc tout ce bloc là agira comme une demand. Donc là c'est énorme parce que voilà. Mais ici tu vois à l'époque aussi c'était énorme. Ça dépendra aussi, mais vous avez compris. Juste que là on n'est pas assez haut, c'est toujours pas insignifiant vu qu'on est dans ces zones
zone-là. Quand on était ici en 2020 et tout, c'était aussi énorme pour nous, aussi énorme qu'ici. Là, les proportions changent, vu que voilà. Donc là, je pourrais même me mettre en logarithme, ça peut être intéressant. Mais voilà, ça vous donne vraiment l'image globale du truc. Et dans les plus grosses line frames, ça fonctionne. Et si je vais en daily, vous allez voir que je suis pas obligé de jouer la grosse structure haussière que je vois en monthly, tu vois. Je peux jouer les tendances baissières qu'on a ici. Là, je vois que sur BTC, imaginons que c'est baissier. Là, pour l'instant, sur BTC, ça semble être baissier. Pour l'instant, on fait des points hauts de plus en plus bas. Hop, vous le voyez ici. D'ailleurs, jolie distribution. Je pense que vous l'avez repéré. Création de liquidité. Hop. Donc là, je suis pas allé dans la plus petite time frame, mais création de liquidité ici, à peu près. Boum. Un peu comme une trend line, un peu. On liquide et on dump. Hop, c'est tout. À chercher la tiers et même on continue. Là, la structure ici, elle est baissière, on est d'accord. Hop, ici, on revient dans la demand, on revient, on redescend plus bas. Hop, je vais enlever tout parce que c'est un peu moche. Là aussi, hop, on a le point haut là. Je vais vous faire tous les points hauts, ok. Ça peut vous intéresser. Donc le point haut, c'est ce qui permet de ensuite faire un point bas, en gros. C'est ça que vous devez noter. Dès qu'on fait un point haut, boum, et on dump, ça c'est un point haut valide. Imaginez que dans la structure, on a un truc comme ça. Si vous voulez, ce point haut, il sert à rien parce que ce point haut, il a pas emmené à la cassure, ok. Par contre, ce point haut là, si vous voulez, c'est lui qui a emmené à la cassure du dernier point bas. C'est celui-là qui doit vous intéresser, en gros. C'est ça que pour la petite parenthèse. Ici, on voit que normalement, c'est toujours baissier. Si je regarde aussi sur mon Fibonacci, je mesure. Vous voyez que là, on s'éloigne des zones. Donc c'est plutôt bullish. Peut-être que la structure va se renverser. Là, on voit qu'on passe au travers des FVG. Donc intéressant à noter tout ça. Pour l'instant, la dernière zone qui pourrait faire réagir le prix à la baisse, c'est quoi? C'est notre supply. Notre supply, c'est bloc aussi à l'origine du dump. Donc là, on est vraiment dans la dernière zone cruciale. Ok. Et si jamais on casse ce high là, ben on aura un changement de structure. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça serait un signal aussi. C'est jamais du 100%, on est d'accord? Et on peut avoir des pièges en marché, on a des trucs comme ça, quoi. Tu vois, on va jouer là, on va casser, on va mesurer toute l'impulsion haussière. Vous avez vu? On va se dire voilà, on rentre ici. Au final, boum, c'est un piège. Mais là, on reparlera après du risque et des probabilités, etc. Parce que le but, c'est de conserver son capital et d'avoir ce qu'on risque, bah, ça vaut le coup d'être risqué, quoi. On risque quelque chose qui va nous permettre de gagner beaucoup plus. Ça sert à rien de risquer 500 € pour gagner 500 €. Moi, si je vais trade, imaginons, sur du court terme, je vais risquer, imaginons, 500 € pour en gagner 1500. Je pourrais faire ça avec les plus petites sommes, hein. Ça change rien du tout. Si je risque 20 € pour gagner 20 €, ça m'intéresse pas. Par contre, risquer 20 € pour en gagner 60, ça m'intéresse. Bon, maintenant qu'on a fini la partie où je parle des candlesticks, des chandeliers japonais, que je vous montre tous les termes techniques qu'on avait avec les traits et que vous voyez maintenant avec les bougies, à quoi ça ressemble, la FVG, les demand, les supply, les accumulations, les distributions, les trend lines, les zones de liquidité, support, résistance, EQL, EQH. Je pense qu'il est temps de passer à mes deux modèles que j'utilise pour shorter ou vendre le marché. Donc, shorter, vous vous rappelez, c'est vendre à découvert, donc emprunter quelque chose et vendre. Vous pouvez aussi shorter vous-même, c'est-à-dire que j'ai du Bitcoin, je le vends à 71 000 et je le rachète à 50 000, c'est-à-dire que je rachète plus de Bitcoin. Vous pouvez facilement mesurer entre guillemets l'impulsion. Voilà, moins 25%, ça veut dire que, imaginez que j'avais un Bitcoin, et ben à la fin, je vais pouvoir en avoir un 25. Si je le vends ici, je le rachète en bas. Ok, j'ai gagné 25% de Bitcoin en plus. Ça, je peux le faire aussi pour accumuler. Personnellement, dans ma stratégie, c'est ce que j'établis. J'aime bien avoir mes valeurs que j'achète dans ce qu'on appelle, vous vous rappelez, si je regarde sur le Bitcoin, où est-ce que j'achète? Assez simplement, j'achète sur l'accumulation ici, j'achète ici sur la cassure ici, et j'achète sur les retracements qui arrivent là. Ici, là, ça m'intéresse d'acheter tout simplement. Où est-ce que je vends? Quand je vois les distributions. Donc ici, quand il y avait la distribution, racheter pour vendre pour acheter à la tiers, etc., etc. Ça m'intéresse aussi pour avoir un peu plus pour accumuler. Donc là, vous avez à peu près les zones d'achat assez simples à repérer. Je vous rappelle, vous pouvez utiliser les Fibonacci. Donc si on regarde par rapport au NIR, notamment, c'est quelque chose aussi que je partageais au sein de l'école GZ Composite. J'en reparlerai à la fin pour tous ceux qui veulent approfondir, aller plus loin. Mais ici, par exemple, sur le retracement, donc on a eu le pump, ok, bah, j'ai retracé. Donc là, j'avais mes imbalances, voilà. J'avais mon niveau des 0,5 de Fibonacci qui était ma première zone de rachat sur le NIR. J'avais aussi ma demand qui correspondait pratiquement au 0,618 de Fibo. Donc voilà, bloc baissé à l'origine du pump. Donc voilà, c'était les deux zones. J'en avais une dernière aussi. Je pense que vous la voyez, il y avait aussi ce bloc-là. Bon, on n'était pas sûr parce qu'on était déjà revenu dedans. Mais au cas où, j'avais une zone de recharge pour cette dernière zone de Fibo. Voilà. Maintenant, je vais vous parler vraiment du modèle pour shorter le marché. Donc vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez short en futures, donc vendre à découvert, voilà, effet de levier ou non. Si vous voulez vendre pour acheter plus bas, voilà. Alors mon modèle, il est assez simple. Donc il y aura les phases où on a des grosses expansions haussières et qu'on va commencer à potentiellement distribuer. Dans ces zones-là, c'est là où je vais vouloir vendre. Donc ça, c'est la première zone, très simple, distribution dans une tendance haussière. C'est souvent les plus difficiles, enfin les plus difficiles, quand je dis plus difficiles, vous allez voir pourquoi, mais c'est les moins évidentes, si vous voulez, parce que des fois, vous allez voir que ça peut aller aussi vite qu'ici. Et ici, j'ai pas fait énormément de profit, vous allez comprendre pourquoi. Et inversement, quand on est dans une structure baissière et qu'on va retracer, vous vous rappelez, je vous dis que le marché est fractal. Donc en fait, quand je vais dans la plus petite time frame, ici, tu vois que c'est qu'un top, mais si je zoome dans la time frame, en fait, ici, on aura genre une espèce de distribution. Imaginez que j'ai une tendance baissière. En fait, là, c'est comme si en petite time frame, hop, on va distribuer. Genre de la sorte, quoi. On distribue et on va plus bas. Pareil ici. Et on va plus bas. Donc là, quand la tendance, elle est baissière, j'ai beaucoup plus de probabilité à ce que quand on revienne et dans
une FVG, donc hop, une fair value gap, plus on est dans une supply, imaginons que je suis dans une supply, et en plus de ça, je suis dans une belle zone de Fibonacci, j'ai des fortes probabilités que tout ça combiné, ça me ramène un cours qui va plus bas, ok? Et c'est beaucoup plus simple. D'où le fait que ces deux modèles que j'utilise sont plus ou moins simples ou non. Maintenant, par rapport à la gestion de la position, je vais directement aller en daily pour vous montrer. Vous allez voir que ces positions-là, là, je les fais en daily, je peux directement aller en 1 heure et faire des positions en beaucoup plus court, ok? Qu'on soit clair, ça peut m'arriver. Mais ici, la gestion était assez simple. La gestion ici était, je rentre sur ces niveaux-là. Donc, je sais qu'ici, on a une distribution. Je sais pourquoi je sais qu'on a une distribution parce que je sais qu'ici, on a des grosses zones de liquidité. Hop, ce point bas à venir chercher. Donc là, c'est la tiers. Là, on a des EQL presque parfaits et ainsi de suite. Donc, je sais que ces zones-là, déjà, on va venir chercher. C'est des grosses zones probables qu'on va venir liquider. Déjà de 1. Donc, je sais que quand je vois cette structure-là, je vois qu'on range, qu'on consolide. Hop, j'allume mon cerveau. Je sais que on est, hop, phase de manipulation. On va essayer de jouer avec nous. En bas, je vais être bearish, je vais vendre et ainsi de suite. Ici, tout le monde va vendre, va se dire, voilà, cassure vers le bas, c'est bearish. Ici, la smart money rachète. Et inversement, cassure vers le haut, bullish, tout le monde achète. Moi, non, je vais pas acheter. Parce que quand les gens achètent, ça permet à la smart money de vendre, tout simplement. Donc voilà. Ici, vous comprenez tout simplement ce qu'on a là. Donc, au niveau de la gestion de la position, vous avez deux possibilités. Ok. Ici, je me rappelle très bien, au niveau de la position, il était possible de rentrer au COS. Donc, hop, c'est-à-dire que je rentre à ce niveau-là, la cassure. Le stop loss est là, le high protégé. Et ici, vous voyez que la tiers au minimum, c'est là. Là, au niveau du risque ratio récompense, il est nul. Il est nul, il est nul, il est nul. Pourquoi? Parce qu'on est de 0,65. Ce que vous devez comprendre quand vous tradez la plupart du temps, c'est de risquer, comme je vous ai dit, quelque chose qui vaut le coup. Ok. Donc, quand je dis risquer quelque chose qui vaut le coup, c'est-à-dire que quand je trade, j'ai pas envie que quand je gagne, je gagne 0,65% de ce que je peux perdre. C'est-à-dire que là, je peux gagner, je peux perdre 100 euros et au final pour gagner que 65. Est-ce que ça vaut le coup de risquer 100 euros pour gagner 65? Donc, je vais vouloir ajuster. Je vais vouloir attendre des retracements pour attendre, voilà. Je vais vouloir aussi viser des niveaux plus bas. Donc, ici, les niveaux plus bas que vous pouvez viser, c'est, comme je vous ai dit, tous les concepts, hein. Les imbalances, vous savez que c'est des zones qu'on va venir potentiellement combler dans la plupart du temps. Donc là, ça vous met des prises de profit qui sont au niveau de la tiers, voire plus bas pour chercher les imbalances. Vous pouvez chercher aussi les points bas qu'on a pu créer potentiellement. Donc, personnellement, j'avais une prise de profit jusqu'ici pour ma part. Au final, je l'ai pas eu. Mais voilà, dès qu'on a cherché la tiers, vous savez, je déplace le stop loss. Donc ça, c'est comme ça qu'on gère une position. Si ça vaut le coup, généralement, j'aime bien me dire que je veux au moins que ce que je risque, je gagne 2 fois ce que je risque. Tu vois, imaginez que j'ai la tiers là. Ça me dérange pas d'avoir au moins un risque ratio de 2. C'est-à-dire que je risque de perdre, imaginons 100 euros pour en gagner 200. Ok, parce que je gagne 2 fois ce que je risque de perdre. On rentrera aussi dans le money management, la gestion du risque un peu plus tard. Là, c'est vraiment pour avoir une compréhension globale du modèle. Donc voilà, c'est le modèle de distribution dans la tendance haussière. Très très simple à comprendre. Ce que vous pouvez faire aussi, et c'est toujours affiné, c'est ça qui est fou avec le marché qui est fractal, c'est qu'ici, là, on a la grosse distribution. Je sais qu'ici, dans la petite time frame, je peux avoir la distribution. Moi, mon style est plutôt agressif. Donc ici, c'est ici où j'étais entré en position. C'est ici, vous voyez, jolie distribution. Au niveau des mèches, vous voyez, c'est une grosse mèche de manipulation. On le voit parce qu'on ne clôture pas. Vous voyez la clôture qui doit casser le point haut, comme ce qu'on a ici. Là, ce qui montre que la structure, entre guillemets, elle est haussière, c'est que ce point haut-là, hop, on casse avec une bougie. Là, on voit très bien qu'on ne clôture pas au-dessus. On voit très bien qu'on liquide et qu'on reva plus bas. Donc, dès que je vois ça, c'est à ce moment-là que je suis entré. Je savais que c'était une distribution. Je savais que c'était la bougie de la mèche de manipulation. Là, vous pouvez encore descendre en plus petite time frame. Et comme vous le voyez ici, j'ai attendu, boum, le COS, la cassure du dernier point bas. Vous pouvez considérer celui-là dans la LTF en 1 heure. Ça ressemblait celui-là, tu vois. Le point bas à l'origine du pump, cassure. Et là, on le sait. On sait qu'on a la grosse distribution HTF. On se rappelle. On sait qu'ici, c'est protégé. Donc là, déjà, là, la tiers, bon, on l'a très vite cherché, on l'a vu. Mais moi, je vise la grosse distribution. Et je vais chercher le point bas de la distribution qui était à ce niveau-là. Et là, vous voyez que le risque encouru, il est déjà beaucoup plus intéressant. C'est pas le plus optimal encore, mais déjà, il est plus intéressant. Sachant que ma prise de profit, moi, c'était l'imbalance aussi. J'avais tout ça. Et là, la position, elle valait le coup, tout simplement. Elle avait un risque ratio de 2. Donc ça, c'est souvent quand vous allez voir que je vends, c'est quand je vois typiquement ça. Typiquement. Ça, c'est les structures de top. Pareil, je vais vous montrer un exemple sur le injective. Assez simple. Là, je vais aller en daily. Vous allez voir, généralement, c'est suivi très grosse hausse. Et des fois, vous allez voir que ça ne fonctionnera pas toujours. Hein. Ici, je peux pas vous en vouloir si vous interprétez ça comme une distribution, quoi. Dites, voilà, hop, on liquide. On se dit qu'on va venir chercher la tiers ici. Personnellement, moi, je l'aurais interprété de la sorte. Et hop, je serais rentré au COS ici. Je me serais dit, voilà, on peut viser un peu plus bas, RR de 2. Et au final, boum, je me serais fait stop loss entre guillemets. Donc ça aussi, c'est pas une science exacte où ça se passera toujours de la même manière, mais vous allez voir que les structures sont très similaires. Et bien sûr, quand ça fait longtemps que vous êtes dans la position, vous pouvez manager, bouger le stop loss. Et je vous le dis, imaginez que là, je suis en position, je vois que la structure est baissière, là, on fait un point haut. Mon stop loss, je le mets sur le dernier point haut. Parce que je sais que si ce point haut là, il est protégé, que la structure est baissière quand on va venir chercher ici. Et pareil, après, j'ai baissé à celui-là. Et comme ça, boum, le risque est diminué. Et là, je vois que, hop, on fait des points hauts, point haut, point haut, point haut. Tu vois, je déplace le stop loss. J'ai de la gestion
active. Ça m'évite de trop perdre. Et des fois, quand je vais bouger trop vite mon stop loss, aussi, ce qui va se passer, c'est que peut-être on va venir liquider et ensuite aller dans la zone que je visais. Donc c'est aussi faire attention à la gestion active. Là, on reste toujours dans le modèle de vendre. Voilà, vous avez la position, c'est ça. Très très belle distribution. Et ça, c'est les distributions HTF qui montrent les fins de cycle et généralement des mini bear market. C'est ce qu'on a eu sur le injective. J'en avais parlé. Voilà, on est sur un moins 68%. Donc là, j'ai une belle entrée au niveau ici. Ce que j'ai fait, c'est que mon stop loss, je l'ai pas mis tout en haut, je l'ai mis là. Parce que ici, on avait vraiment, tu vois, ces structures. High, point bas, etc., etc. Là, je suis rentré. Il y avait le COS et l'imbalance, etc. Voilà. En plus, la tiers, vous l'avez vu, qui était ici, la target minimale où on bouge le stop loss break-even, c'est aussi une zone où vous pouvez prendre les profits parce qu'à partir de la tiers, je vous rappelle, la target minimale, on peut se réversal. Souvent non, mais ça peut être le cas comme ce qu'on a vu sur Bitcoin. Donc ici, je dérisque, comme ça, hop, je mets mon truc au point d'entrée. Comme ça, si jamais on revient, ma position, soit je gagne parce que j'ai ma prise de profit dans les FVG, les G-Men, les trucs comme ça, soit je match nul, quoi. Je perds rien du tout. Là, on avait tiers combiné à une jolie trendline, donc on sait que joli support où les gens longuent à fond, donc grosse zone de liquidité, grosse zone qui va permettre aussi à la smart money de venir chercher tout ça, et ultra intéressant. Et là, vous le voyez, on a pris moins 68%. Là, la structure, elle est pas ouf. Là, pour l'instant, je vois potentielle structure d'accumulation. Ok, vous le voyez ici. Je pense que là, ce sera encourageant si on daily, on casse dernier high ici. Là, ce sera intéressant. Mais on reviendra sur le modèle d'accumulation. Voilà, la distribution, ça c'est hop, on pump, on distribue. Ok, et là, vous pouvez avoir des jolis mouvements. Après, vous avez les distributions ou les continuations baissières. Et c'est là où on peut redescendre sur les time frames. C'est ça. C'est ici, la structure est baissière. Ok, donc là, on le voit très bien. Point haut, point haut, point haut. Ce que vous pouvez faire, c'est rentrer sur ça. Ça veut dire que ici, je sais que la structure est baissière. J'ai loupé peut-être la distrib. Hop, je mesure l'impulsion baissière. Là, j'ai mes zones de Fibo. J'ai mon imbalance qui est repéré ici. Ok, alors hop, là, c'est la FVG, vous vous rappelez. La FVG, zone de Fibonacci. J'ai aussi là, la supply. Ok, donc là, ma position, elle vaut le coup. Donc, je rentre dans la FVG, combiné à la supply et tout. Je vois que quand je vise le dernier point haut qui est censé être protégé si on est dans une structure baissière, je vise le point bas, si vous vous rappelez. En gros, dans la structure baissière, je joue le retracement ici pour venir chercher au moins le dernier point bas et faire un point bas plus bas. Donc là aussi, ça se joue. Donc des fois, il n'y aura pas les distribs, mais j'attends ces zones-là. Je vois que ça vaut le coup. Je joue la continuation baissière. La plupart du temps, les continuations, ça vaut le coup. À moins que vous tombiez sur la zone de réversal. Mais généralement, s'il n'y a pas d'accumulation, vous ne devrez pas vous faire avoir. Et voilà. Boum. Attention, le high, c'est pas celui-là. Pourquoi c'est pas ce high-là? Parce que vous avez vu, c'est ce point haut qui fait l'impulsion baissière. Là, ce point haut, là, il fait pas de nouveau plus bas. Donc ce point haut, on s'en fout. Okay, c'est un piège. Ça permet de manipuler et tout. Là, la zone, elle est typiquement ici. Et pareil, là, je vois que la zone qui m'intéresse, c'est celle-là. Donc, boum. Là, je repère demand combiné une imbalance. Boum, je rentre. Imaginons, je rentre à l'entrée de l'imbalance. Stop loss là. Et je vise au moins la continuation ici. Je vois que le RR, il est au moins de 2. Et après, je sais qu'on fera des plus bas. Donc, je sais pas où je mets ma prise de profit. Ce que vous pouvez voir, c'est repérer les zones là. Donc, les points bas, les zones de liquidité. Donc, celui-là. Il y avait ce lot-là à chercher. Donc, une prise de profit ici. Une prise de profit ici. Peut-être une prise de profit au dernier point bas aussi pour bouger le stop loss, etc. Donc, ça, c'est vraiment les deux modèles où vous avez pour vendre. Continuation baissière ou essayer d'anticiper la grosse distribution. Généralement, le mieux, c'est d'avoir la distrib combinée à cette tendance baissière en LTF qui peut être profitable. Et vous verrez aussi que dans ces zones-là, parfois, vous allez voir que la continuation baissière, ici, c'est une distribution. Si je descends en plus petit time frame, vous verrez une distribution. Là, on n'a pas eu de distribution. Hop, on a touché, on est reparti. Ici, on a eu une distribution. Donc, ça peut en plus vous confirmer. Et quand vous repérez la distribution, vous allez voir que votre position, elle sera beaucoup plus rentable. Parce que là, mon stop loss, il sera où? Dans le high de la distribution. Il sera pas ici, comme si je jouais la position comme ça. Il sera ici parce que je sais que là, il y aura une distribution. Si je vous montre. Donc, bon, elle est pas très clean, donc c'est pas ouf de ma part. Le meilleur exemple, mais tu vois que ça peut être intéressant. Ici, on a bien cette philosophie de prise de liquidité, une simple mèche pour prendre les liquidités, boum, pour repartir plus bas. Et voilà. Bon, là, c'est pas le meilleur exemple. Ah, voilà, lui, il est pas mal. On crée un espèce de support ici, belle zone de liquidité, hop, on liquide tout. Là, c'est et boum, là, tu peux avoir ton entrée ici, et c'est plus haut. Mais là, quand tu vois que la structure, elle est baissière, tu vois, tu peux rentrer dès l'imbalance ici, tu peux rentrer dès ici, etc. Mais voilà, imaginons que tu rentres ici la cassure, tu vises au moins le dernier plus bas. Et tu vois, vu que tu es en petit time frame, tu vois que là, tu es sur des positions qui sont assez intéressantes, quoi. Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais voilà. Vous voyez que le marché, il est fractal, vous pouvez observer des choses, et voilà. Donc ça, c'est les deux modèles de short, les continuations ou les fins de trucs. Ok. Le mieux, c'est de jouer les continuations. C'est les plus simples. Mais les fins de tendance, ça peut être cool. Je sais que ça, en termes d'investissement, personnellement, sur le injective, imaginez que j'étais exposé, que j'avais la très grosse position. Vendre du injective autour des 41 $ pour le racheter, ne serait-ce qu'à 20 $, 2 fois moins cher, ça veut dire que j'ai 2 fois plus d'injective. Ok. Imaginez que j'ai du bitcoin, je le vends à 60 000, je rachète à 30 000. C'est comme si je pouvais avoir 2 bitcoins. Ok. J'ai récupéré 60 000 parce que j'ai vendu un bitcoin et à 30 000, j'en rachète 2. Et quand imaginons qu'à la fin du cycle, le bitcoin touche 120 000, au final, au lieu d'avoir un bitcoin qui est à 120 000, j'aurai 2 bitcoins qui valent 240 000. Ça, un peu la vision que j'ai derrière ça. Ça peut être intéressant, surtout quand on a des jolis setups. Et là, je vous montre le injective. J'aurais pu prendre aussi le cas du métis. Le métis, c'était pareil. Très belle zone, soit pour shorter, pour vendre. Très belle distribution. Vous avez vu, la tiers, c'est des EQH. Et boum, pareil, on est venu chercher. Et là, on a eu le COS. Soit tu rentres
rentres au COS, soit tu attends le retracement. Et là, tu avais les jolis retracements. Ici, que dans la LTF, je sais que tu avais les imbalances ici où je suis rentré. Boum, tu as toute la position. Et pareil, après, tu combines avec les autres trucs. Tu viens chercher la FVG dans la HTF. Tu as la tiers en prise de profit. Tu as les niveaux de Fibonacci. Et voilà, tu as tout le gap à combler, etc. Mais c'est ultra intéressant. Et là, pareil, le métis, la structure, elle est baissière. Donc là, le gros imbalance, c'est que tu vois un truc. Là, je sais, je peux vous dire de tête. Ici, grosse distrib. Magnifique. Magnifique distribution sur le métis. Et là, j'aurais pu jouer la continuation. Et là, j'aurais une position de la sorte. Je sais que là, mon stop loss, il aurait été là. Ok. Je serais rentré à peu près ici, au COS, imaginons. Et j'aurais visé le dernier point bas. Et là, hop, RR de 4. C'est-à-dire que si à chaque fois mon stop loss, chaque position, je risque 1% de mon capital. 1% de mon capital, c'est 100 euros. Imaginons. C'est-à-dire que là, si je perds 100 euros. Et si je gagne 4 fois, 4,29 fois ces 100 euros. Ok. Mais je vous ferai un épisode spécial sur le money management. C'est pas le but de cette vidéo. Voilà. Donc ça, c'est le modèle pour short, pour vendre, tout simplement. Maintenant, si on passe au modèle d'achat, tout simplement, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous allez voir que le modèle d'achat, il est très simple. Soit vous attendez les fins de tendance baissière, vous observez des espèces d'accumulation comme ce qu'on a eu sur le NIR. Vous voyez que c'est pas parfait. Dès qu'on a la cassure, boum, je rentre. Voilà ce que j'ai eu sur NIR, moi. Typiquement, j'ai eu ça. Maintenant, ce que je vise sur NIR, c'est plusieurs prises de profit. Vous vous rappelez ce que je vous disais sur BTC? Boum, je peux prendre soit des profits dans la, voilà, la RR de 4, excellent. Je prends des profits dans la supply. Ok, cette supply là, où je prends des profits dans la supply du dessus. Ok, imaginons celle-là. Donc hop, prise de profit dans la supply du dessus. Ou je prenne des profits dans l'imbalance. Tu vois, toutes ces zones-là, tu peux les identifier. Imaginez que ma prise de profit, j'attends ça sur le NIR. Donc là, imaginons, je suis toujours en position, j'ai acheté un risque ratio de 18. Imaginez que je risque 10 sur le 100 euros sur le NIR. Ok, je risque 100 euros. Et je peux sortir avec 18 fois 100 euros. En gros, ça le risque ratio, on reparlera dessus. Et voilà, c'est ça que je tente sur NIR. Voilà, j'aurais pu très bien être en 1 heure ou en 1 heure, on fait que baisser. Et à un moment, on arrive dans une zone où la volatilité se stabilise. Et on a un truc comme ça, on a une consolidation, on n'est plus dans ce, tu sais, ça fait que baisser, on joue la continuation baissière. Et là, imaginez que vous jouez la continuation baissière. Imaginons, voilà, cette fois-là, si vous le faites aussi bas, c'est là où ça va pas marcher et vous allez vous faire vous allez vous faire stop loss. Ce qui arrive, le but, c'est de gagner plus que ce que vous allez perdre. D'où le fait de risquer assez d'argent pour gagner plus que ce que vous allez perdre au cours du temps. C'est ça la question de rentabilité. Mais voilà, vous le voyez ici, jouer les accumulations. Là, je vous le montre sur le NIR. J'aurais pu vous le montrer sur le DOT. Sur le DOT, magnifique. Et par contre, les bottoms, ce sera pas toujours les mêmes structures. Ok? Ce sera pas toujours la même structure. Mais là, c'est parfait. C'est magnifique. Si je vous prends le cas du Uniswap, voilà, le Uniswap, c'est pas l'accumulation parfaite. Il n'y a pas les règles de base, mais tu vois que ici, à partir de là, hop, on a la cassure de ce high là et hop, on fait des points bas, boum, de plus en plus haut. Donc là, c'est intéressant. Alors qu'ici, boum. Mais tu comprends que tu peux l'interpréter comme ça, peut-être. Création d'une trendline, etc. Voilà. Baisse de volatilité. C'est intéressant. Et on a des cassures. Donc peut-être qu'on n'a pas la distribution parfaite. Donc ça va pas trop nous intéresser. Mais tu vois, il y a aussi cette psychologie de, voilà, ça fait que chuter, c'est très volatile et d'un coup, boum, on se stagne. On accumule, tout simplement. Et pareil, là, à l'heure où je fais ce petit guide, on est sur le Atom. Sur le Atom, c'est parfait. On a comme une accumulation qui se fait. Là, on a créé un peu ce support. Là, on l'a liquidé. Est-ce qu'on va liquider un peu plus bas possible? Mais dès qu'on va avoir la cassure du dernier high, là, ça c'est le high weekly. Dès qu'on a la cassure de ça, vous êtes sûr qu'on va venir reprendre. Et moi, ma target sur le bottom, c'est au moins ça. Donc moi, j'ai essayé de pré-shot un peu le bottom. C'est pour ça que ça convient à tous les profils. Soit vous respectez à la lettre, rentrez à la cassure, ou dès qu'on casse, vous attendez le retracement, etc. Et après, vous visez, voilà. Et là, imaginez que ce soit ça le bottom, c'est intéressant. Moi, personnellement, j'ai visé un truc où, boum, je visais à peu près ça. J'ai le stop loss. Et vous voyez, ici, là, le bottom qu'on a fait, c'est pas anodin. On est revenu dans le bloc baissier à l'origine du bull market. On est revenu accumuler ici. Vous avez vu cette dimen de là, on est revenu dedans. Et le prix a réagi dessus. Voilà, c'est tous ces concepts-là, ils s'imbriquent, toujours les mêmes concepts. Voilà, donc après, fin de bear market, accumulation, structure comme ça. Pour moi, Cosmos, c'est ultra intéressant. On a aussi le flux. Flux, on a un peu la même structure. On a création d'un support, ici, d'un bottom. Voilà, on touche plusieurs fois, à multiples reprises. 1, 2, 3 fois. On le casse. Ensuite, on le casse à la hausse. Là, on retrace, certes. Bon, là, le retracement, il commence à être... faire attention, parce que là, on vient de casser ces niveaux-là. Mais voilà, normalement, la théorie veut dire que ici, sur le flux, techniquement, là, j'ai une position en cours qui est de la sorte, où ça invaliderait l'accumulation, c'est ici. Ça voudrait dire que la smart money n'aurait pas injecté ses ordres. Et je vise mes zones-là. Au moins, peut-être ces points hauts-là, cette supply, etc. Là, vous voyez, bon, il n'y a pas assez d'historique, donc c'est pas le meilleur truc, mais ça vous donne une idée. Et pareil, maintenant, vous pouvez jouer les continuations haussières. Ça veut dire, je vais vous prendre le cas de Solana. Solana a explosé ici, il y avait une très belle opportunité. Là, sur Solana, on explose. Vous voyez, création d'une trendline. Boum. Donc, c'est mieux que j'aille en plus petit time frame. Création d'une trendline, magnifique. Donc là, on tâche 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là, vous avez vu le point haut. Boum, on le casse. COS, ça vous donne quoi? Indication. Vous savez que vous allez rentrer ici. Vous savez qu'ici, c'est un lot protégé par la smart money. Vous visez quoi? Vous visez au moins le point haut pour la continuation haussière. Là, ça fait 2,70, voire vous visez des plus hauts. Et là, vous pouvez aller notamment sur les plus hauts time frame. Ok, imaginez que vous avez cette position et vous visez. Voilà, imaginez que votre target, c'est cette supply là. Ok, ce
cette bougie-là. Là, RR de 5, ultra intéressant. C'est une position que j'ai eue moi personnellement. Je visais sur Solana cette zone-là. Et boum, j'ai pris des profits. Et là, j'ai pas essayé de timer le bottom parce qu'ici, tu vois, le bottom il est un peu dégueulasse. Tu vois, il y a toujours cette psychologie quand tu investis, voilà, zone plate, donc intéressant. Mais voilà, là j'ai préféré potentiellement sur Solana jouer la continuation haussière qui était ultra intéressante. Et pareil, ça je voulais montrer Solana, je peux vous montrer sur Ether. Là à l'heure actuelle sur Ether, il est possible que là on ait une explosion et là on a créé genre un joli support. Bon, déjà là on a une jolie accumulation, vous l'avez vu, et l'accumulation a été validée. Pourquoi? On est venu chercher le point haut de l'accumulation, la tiers ici. Donc déjà voilà, vous avez bougé les stop loss, etc. Vous êtes plus en perte. Voilà, déjà belle distrib. Là sur la plus haute time frame, on peut se dire qu'ici, voilà, on est sur un joli support sur l'Ether. Là globalement on est sur une tendance haussière. Là on a une jolie demand, bloc baissier à l'origine de la hausse comme d'hab. Le jour où sur Ether on a un truc comme ça, on vient dans la demand, on casse, boum. Là la cassure on peut rentrer. On peut même acheter à la demand, si ça vaut le coup. Mais là on va pouvoir bien ajuster les trucs, bien gérer les stop loss, etc. Mais on joue la continuation haussière. La continuation haussière c'est comme d'hab. Vous pouvez jouer ça avec des niveaux de Fibonacci. Donc là demand plus niveau de Fibonacci plus imbalance, je rentre. Et du coup mon stop loss c'est quoi? C'est sur le dernier point bas de la structure haussière quoi. Là mon stop loss il est là, imaginons. Donc là hop, je rentre ici sur le retracement. Mon stop loss c'est sur le point bas de la structure. Là c'est la demand plus un niveau de Fibonacci. Imaginons. Et là mon stop loss il est là. Ça peut valoir le coup. Continuation de tendance haussière. Le mieux c'est si je vais en LTF et là dans le bottom que je vois ici, c'est une accumulation. Comme ça si c'est une accumulation, je sais où est-ce que je vais placer mon stop loss. Tu vois, si j'ai une mini accumulation, ça en trendline non exactement. Je sais que ici je vais rentrer au COS, mon stop loss sera juste là. Il sera pas tout en bas, tu sais, sur le point bas de la structure haussière. Mon stop loss il sera pas ici. Genre si je mets mon stop loss là, mon stop loss sera pas ici. Mon stop loss il sera là. Parce que je sais que celui-là est protégé à sa manière injecter ses ordres. Et on va aller plus haut. Voilà. Et ça vous pouvez le faire sur pas mal de choses. Et c'est comme ça que j'ai eu la plupart de mes mouvements haussiers, des accumulations de la sorte qui ont fait, voilà. Donc ça c'est mon modèle de longue, deux modèles. Fin de tendance baissière, retournement, c'est les plus durs. Mais généralement quand vous avez des retournements, surtout dans les high time frame, c'est souvent des mouvements qui seront longs. Vous avez vu l'accumulation qu'on a eu ici de longue, qui est très longue, elle amène un bull market. Pareil sur l'Ether, c'était pas aussi clean. Vous avez vu, vous voyez que c'est pas un bottom pareil, ok. Des fois le bottom ça va être juste une reprise d'une structure haussière quoi. Elle sera pas une accumulation parfaite. Là vous avez vu, jolie accumulation. Là on fait des highs de plus en plus haut. Donc là on voit que la structure elle est haussière. Sur Bitcoin c'est pas pareil. Sur NIR ou sur Atom, si je vous monte Atom, je sais que Atom, là où je l'ai acheté à 5$, je pense que dans quelques années, bah ce sera un très bon point d'entrée. Je vais me dire waouh, t'as eu de la chance et tout. Non, j'ai juste appliqué les Smart Money Concept, je suis rentré soit dans une demand pour investir, soit j'ai attendu la structure de l'accumulation qui se valide. Si j'ai pas envie de m'exposer à un truc parce que là pour l'instant, le Atom c'est baissier, donc hop, on peut continuer à faire ça. Par contre, si j'ai envie de prendre le risque, me dire voilà, je vais entre guillemets essayer de timer le bottom, je sais que là c'est une haute zone de confluence, demand, on a cassé les points bas, on a une structure d'accumulation, je rentre ici. J'attends pas la cassure qui va confirmer parce que là j'ai l'occasion, imaginons d'acheter du Atom à 5$ ou j'attends la confirmation et je rentre à 9. Parce que je veux dire, c'est aussi une gestion de risque. Mais si vous voulez pas risquer les choses, vous attendez que la structure soit claire et nette, précise, qu'on aille plus haut, tout simplement. Sur le Cosmos, c'est intéressant et c'est un play que je joue. Et c'est typiquement ce que j'ai pu faire sur le Bitcoin et sur beaucoup d'accumulations. Et juste, je vais le répéter sur d'autres qui n'ont pas performé, etc. Pareil sur le Link. Vous allez voir qu'il y a des paires comme ça qui sont... c'est vraiment magnifique pour un trader SMC. Mais regardez-moi, pareil, baissier, d'un coup on a une consolidation. Vous savez que dans la consolidation, hop, on manipule. Là, pareil, boum, vous le voyez ici. Création des liquidités, je me rappelle. Hop, on pourra retrouver peut-être les anciennes vidéos ici, boum. J'ai acheté à peu près ici. Et les plus frileux, ils attendaient la cassure. Et les plus frileux, ils attendaient le retracement. Des fois, on a le retracement, des fois, on l'a pas. Après le COS. C'est pas toujours, mais des fois, on peut l'avoir. Donc peut-être que votre règle, ça sera, j'attends toujours un retracement. Si j'ai pas de retracement, ça me dérange pas de ne pas acheter. Je ne vais pas FOMO racheter plus tard. Il faut établir ses conditions et son modèle à lui, son modèle à soi, en fonction de son style, etc. Il y a des paires où, vous avez vu, je vais être agressif sur le Atom. Je vais être agressif. Il y a d'autres paires où, bon, pas le Link en l'occurrence, mais imaginons le Link. Je vais attendre le COS. Je serai pas rentré ici, imaginons. Et là, j'aurai gestion de position. J'aurai visé la dernière supply. RR de 4, très cool. J'aurai au moins, dès qu'on a touché la tiers, hop, mon stop loss, je l'aurai bougé. Comme ça, je suis sûr de rien perdre. Là, je peux dormir tous les soirs tranquillement, etc. Mais là, je vous parle là de positions qui sont longues. Il y a aussi l'aspect psychologique. On pourra revenir dessus. Là, les positions sont longues. Ça veut dire que la position qu'on a prise, pour vous dire, c'est pas si facile que ça, quoi. Avant que ça commence à exploser, on a attendu 126 jours. 126 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est sur 4 mois. Vous essayez 4 mois, votre truc, il est entre 5 et 8$. Vous dites, ouais, ça bouge pas trop, quoi. Ça bouge pas trop. Et là, vous le voyez, il monte à 8$ et puis d'un coup, il redescend proche de chez vous. Vous l'avez acheté à 5, il redevient à 6. Vous dites, est-ce que j'ai bien fait et tout. Faut faire attention aussi. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas facile. Là, les concepts que je vous montre, ça vous semble facile, mais allez backtester. Ok? Ça fait la parfaite transition et la fin de cette vidéo parce que sinon, ce sera trop longue. Ça fait les deux modèles de longue, deux modèles de short que j'utilise assez simplement. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup plus. Et il y a plein de stratégies, mais c'est très simple. C'est les deux possibilités que vous avez. Mais maintenant, il va falloir backtester. Backtester, qu'est-ce que c'est? Et c'est la dernière partie de cette vidéo. Le backtesting, c'est le fait de revenir dans le temps. Je vous invite à prendre un abonnement premium, de TradingView et d'aller sur n'importe quel actif. Là, j'ai montré les crypto-monnaies, mais allez sur le Forex. Allez sur le Forex, allez sur les indices boursiers. Moi, au début, quand j'ai commencé,
tradais beaucoup le E-mini S&P, le E-mini S&P 500, E-mini Nasdaq aussi. Je m'amusais sur le CAC 40, je m'amusais aussi sur des actions, etc. Beaucoup de ce genre de choses que j'utilisais. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser à votre avantage. Tout simplement. Tout ça pour vous dire que c'est important. Vous avez l'option ici pour revenir dans le temps. Là, je peux revenir et choisir au hasard. Généralement, ce que je fais, je me mets en dessous et je tourne. Comme ça, je sais pas quand est-ce, je ferme les yeux. Boum, je coupe à un moment donné. J'essaie de pas trop, parce que là, je sais qu'on est en 2009, tu vois, si je vois la date, donc j'essaie de cacher. Boum. Parce que imaginez que je vois la date, bah, je sais que ici, après le crash de 2009, ça va faire que remonter, tu vois. Donc je serai biaisé dans mon analyse. Mais voilà. Ici, je vois que, boum, sur le CAC 40, changement de structure. Là, depuis le début, vous avez vu, c'est très clean. Hein. Comparé au crypto, vous allez voir que c'est beaucoup plus clean. Hein. Là, depuis le début, on tient vraiment une vraie structure. Ils sont de plus en plus bas. Toujours respectés. Ok. Ce high là. Et là, le dernier high à l'origine du DEM, c'est celui-là. Donc là, boum, c'est ouais, je fais quoi? Je rentre. Donc je pense que le bottom sera là. Je vous rappelez, je vous ai dit, je vise quoi? Les liquidités. Je sais qu'ici, les gens short, il y a des stop loss. Là aussi. Donc je fais quoi? Ici, je vais prendre des profits. Ici, je vais prendre des profits. Ici, je vais prendre des profits. Là, en l'occurrence, bon, je le sais, mais moi, je veux juste avoir un RR22. Ok. Je vais gagner juste 2 fois ce que je mets. Imaginons. Là, je peux vous dire que là, il y a des EQH. Ok. Donc ici, il y a une résistance qui est assez intéressante à venir chercher. Ok. Ça peut vous aider, vous dire que ici, c'est une résistance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En l'occurrence, voilà. Vous allez voir que vous pouvez laisser tourner à la position. Ce qui peut être cool aussi, c'est, voilà, que là, je vais aller en x10, ça va être plus rapide. Ce qui peut être cool, c'est en gros se dire, voilà, dès qu'on a pris le premier high, ok, celui-là, imaginons, hop, j'ai bougé mon stop loss là. Là, mon stop loss, je le bouge break-even, imaginons. Là, mon stop loss, il est à ce niveau-là. Donc maintenant, j'ai déjà pris une fois des profits, mais j'ai toujours eu de la place dans ma position. Et je serai sorti si jamais on touche mon point d'entrée. Ok, donc là, première prise de profit. Donc là, je vais avancer pour aller plus vite. Là, vous allez voir, est-ce que je vais me faire sortir? Je sais pas, c'est possible. Hein. Voilà, là, on continue. Bon, là, c'est un peu lent, je vais pas vous mentir, mais voilà, ça vous donne un peu la figure globale. En même temps, on est sur des échelles de temps. Là, ça va durer jusqu'à, avant qu'on revienne en haut, ça va durer jusqu'à 2020, bah, jusqu'à maintenant 2024. Mais bref, en gros, vous l'avez vu ici. Au final, j'ai eu ma première prise de profit et je suis sorti break-even parce que mon stop loss était là, quoi, en gros. Donc là, boum, la structure, elle est, imaginons, bah là, elle est baissière. Jusqu'à qu'on casse le dernier high, ok? Donc là, pour l'instant, bon, voilà, ça m'intéresse pas. Là, il n'y a rien du tout qui est intéressant. Et vous avancez dans le temps et vous essayez de vous amuser. Là, par exemple, je vois que sur le CAC 40, on a créé une jolie résistance pour la démonie. C'est ça va être intéressant à venir chercher. On aura potentiellement un truc comme ça qui va... C'est de voir est-ce qu'on a des trendlines, des trucs comme ça, pas grand chose et tout. Et voilà, j'essaie de prendre des positions longues, short, etc. Le modèle. Vous avez vu ici, là, on a joué, voilà, cassure, on a joué le long. Ici, j'aurais pu jouer le short. Pourquoi j'aurais pu jouer le short? Là, on est, hop, retour dans une, voilà, retour dans une supply, retour plus dans une FVG, etc., etc. Et voilà, quoi. Et ici, ça ressemble pas à un bottom, potentiellement. Ici, on n'a pas eu l'accumulation. Donc, on est possiblement en train de potentiellement venir chercher ces niveaux-là. Ça ressemble pas à un bottom. Okay, on n'a pas eu cette phase un peu latérale. Voilà, et vous voyez que les bottoms, des fois, c'est comme ça et puis on repart. Mais voilà, faut vraiment avoir cette belle gestion. Bouger les stop loss. Pas hésiter à backtester et voir comment le marché se comporte et établir ce qui vous plaît le plus. Il y en a qui seront anxieux, qui vont préférer trade sur des petites unités de temps, jouer que les continuations parce qu'ils sont frileux et sans plus. Il y en a d'autres, tu vois, c'est des traders contrariens, très agressifs. Ils aiment bien quand tout le monde a peur, tout le monde panique, on est proche du bottom et tu penses que c'est imaginons, hein, le fameux point bas de l'accumulation. Tu sais pas où est-ce qu'il va s'arrêter lui. Tu vois, ce point bas là où on va liquider. Et ça se trouve, c'est même pas une simple liquidation, mais vraiment une structure baissière et on va aller plus bas, quoi. Mais voilà. Moi, en tout cas, c'est mon style. Je suis assez contrarien dans mon style. Classe, c'est typiquement là où je vais rentrer. Un autre qui est suiveur de tendance, il va attendre la cassure. Et lui, il va rentrer là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, je vous invite à backtester. On aura d'autres vidéos pour revenir sur le money management, psychologie, etc. Mais pour l'instant, vous avez vraiment les bases de l'analyse technique, que ce soit pour investir ou pour trader au quotidien. Voilà. Maintenant, vous serez en mesure de suivre toutes les vidéos qu'il y aura sur la chaîne YouTube chaque semaine. Review de marché, souvent les crypto-monnaies. C'est un peu le marché le plus hot, celui qui offre le plus de volatilité, qui permet d'utiliser tout sauf des leviers, des outils futures. Ça, c'est intéressant. D'accumuler des valeurs, voilà, d'avoir des convictions, des bonnes fondamentales et complet d'analyse technique. Ça ne fait qu'un bon mélange. Donc voilà, c'est essentiellement là où on est tourné, mais vous inquiétez pas. Indice boursier, etc. On ira voir le Dixie, le Forex, même parfois, ça m'arrive de trader le Forex. C'est par là que j'ai commencé, donc c'est par là aussi que je repasse de temps en temps et on évoque parce que c'est toujours intéressant. Voilà. J'espère que ce guide complet au moins vous aura plu. Je vais vous mettre l'article complet. Enfin, c'est un article. Ça va être juste là ce qui va référencer un peu la vidéo du guide complet. Et il y aura sûrement d'autres ressources, comment utiliser TradingView, etc. Donc, je t'invite à vous abonner et d'attendre soit les ressources, soit elles seront déjà en ligne quand vous regardez la vidéo. Et voilà. En tout cas, si vous voulez suivre les vidéos de cette chaîne YouTube, c'est cette vidéo qu'il ne faudra pas louper. Et c'est sur cette vidéo que je vais vous renvoyer pour comprendre un peu le marché, tout simplement. Voilà. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao et merci.